Parfait. On y va alors. Pour votre information, la session est enregistrée, donc je voulais juste quand même. Je pense que Google vous a déjà donné une note vous a déjà partagé une note pour le dire, mais je préfère quand même vous le notifier. Alors, bienvenue, bienvenue. Cette masterclass est faite pour vous aider à accélérer votre carrière. Elle est faite pour vous aider à tracer votre chemin, à vivre votre carrière de manière, on va dire, de manière consciente. Et le but derrière, c'est d'évoluer en tant que personne avant tout, et puis d'évoluer dans sa carrière et vers le succès professionnel. Spécifiquement ici, je l'ai un peu adapté pour ce qui est supervision, pour vraiment passer un rôle de superviseur. Donc, dans ce dont on parle, on va parler de leadership et on va parler de soft skills qui pourraient vraiment vous permettre de vous distinguer en entreprise pour que vous soyez cette personne qu'on sélectionne pour la promotion. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, levez la main ou écrivez-moi. Je vois là Sarah qui déjà s'est présentée, qui nous dit que voilà qu'elle est chargée projet IT depuis 2022 et qu'elle souhaite savoir les possibilités de carrière et comment y arriver. C'est très bien, parfait, on va bien répondre à ça. N'hésitez pas à me dire quels sont vos besoins. S'il y a des besoins particuliers qui vous semblent pertinents par rapport au thème d'aujourd'hui, écrivez-les, dites-moi pourquoi vous êtes ici, et moi je ferai en sorte de couvrir dans ma présentation voilà, ces éléments-là, en plus de ce que j'avais déjà couvert, s'ils ne sont pas déjà inclus. OK, alors, on commence. Très bien. Alors, en bref, qui je suis? Moi, je suis formateur et coach. Je travaille principalement dans le leadership et les carrières. C'est là où je fais principalement de la formation et le coaching. Mais avant de me lancer dans tout ça, je viens d'un background en ressources humaines où j'ai passé plus de, on va dire un peu, presque 11 ans là, mais on va dire plus de 10 ans d'expérience dans ça. Et quand je dis les ressources humaines, c'est vraiment pas mal de niveaux. Euh, J'y suis toujours, by the way, au Canada. Je travaille dans le développement stratégique des compétences et le développement stratégique organisationnel. Et je suis aussi à mon compte coach en développement de carrière et en développement de leadership. Et on va dire que sur les dernières années, j'ai animé plus de 800, 900 000 heures de formation et de coaching dans ces deux thèmes-là, dans la carrière et le leadership. Mais avant de parler de carrière et avant de parler de leadership, je ne suis pas, on va dire, autoproclamé coach. Je suis coach certifié, ce qui veut dire que, avant tout, je suis coach en développement personnel. Coach en développement personnel, voilà, ce qui veut dire que toute mon approche, elle est basée sur un mix entre la formation et le coaching. Un mix de toute l'expérience que j'ai accumulée en ressources humaines, à laquelle j'ai ajouté ce coaching-là, avec la Almida, spécialisation coaching managérial, pour faire en sorte de vous créer voilà, des programmes qui ont pour but d'aider les gens à grandir en tant que personne pour qu'ils puissent par la suite grandir dans leur carrière. Je, je travaille dans des multinationales que vous connaissez peut-être, Leo Corporation, qui a sûrement fabriqué la pièce, la carte mère de votre voiture, Nielsen qui travaille dans les études de marché, Procter Gamble que vous connaissez sûrement à travers Gillette, Always, Pampers, Head and Shoulders, Clear, pas Clear, euh, Pantene, et ainsi de suite. L'Université d'Ottawa, où je travaille à la faculté de médecine, où j'ai principalement travaillé avec les médecins pour le coaching et la formation en leadership et en soft skills, résolution de problèmes d'équipe, ce genre de choses. Et donc, durant toutes ces années, j'ai été dans la machine qui produit les promotions, dans la machine qui décide de qui doit être promu, qui doit ne pas être promu, qui doit être gardé, qui doit être, on va dire, supporté pour corriger le comportement. Et ayant été dans ces différentes salles, dans ces différentes réunions, dans ces différents espaces de prise de décision, ben, j'ai compris pas mal de choses. J'ai fait moi-même pas mal de décisions. J'ai pris pas mal de décisions pour la promotion de certaines personnes, pour coacher, aider, supporter d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans ça et que je trouve que c'est pertinent pour moi.
J'ai animé beaucoup de formations, que ce soit dans cette boîte-là ou que ce soit avec Johnson & Johnson, avec le CESOC, avec la Société économique de l'Ontario, et je passe vraiment beaucoup d'autres. Et sur, on va dire, tous mes ateliers, sur plus de 500 évaluations que j'ai, on va dire, 4,8 sur 5 comme étant la note moyenne que j'ai sur l'ensemble de mes services, que ce soit les formations, les coachings, les ateliers ou autres. Cette session sera un succès pour moi si chacun de vous aujourd'hui quitte en ayant une idée claire de pourquoi il n'évolue pas dans sa carrière ou pourquoi il n'évolue pas comme il voudrait dans sa carrière. Si chacun sait définir quel est le besoin, quel est ce sur quoi il doit travailler et peut commencer à agir, peut définir les actions qu'il lui faut pour commencer à agir et à avancer vers le succès professionnel. Et troisièmement, pour que non seulement on sache quoi agir, mais qu'on puisse opérationnaliser ça. Ça veut dire écrire une action concrète à appliquer dès cette semaine ou un plan à mettre en place sur les 6 prochains mois. Si on arrive à atteindre ces 3 objectifs, pour moi, cette session-là sera un succès. Je ne cherche pas à transmettre de l'information, je cherche surtout la transformation de votre comportement, de votre manière de voir le monde, de votre manière de voir les promotions, de votre manière d'évoluer en tant que professionnel. C'est vraiment ça le but ultime de toute cette présentation pour moi. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est 6 grands thèmes. On va voir comment les promotions sont décidées, quels sont les différents players, quels sont les différents critères, comment est-ce que un responsable de ressources humaines voit le processus de promotion et comment est-ce qu'il arrive à identifier les différents joueurs à promouvoir. Comment est-ce qu'un manager, un superviseur, regarde le système des promotions, regarde la machine des promotions et se dit, OK, je vais le sélectionner lui, pas lui, lui, il a des chances, lui, pas. Donc, je vais vraiment vous expliquer ça pour que vous n'ayez pas juste votre manière à vous de voir les choses, mais aussi les deux autres. On va identifier ensemble les freins qui bloquent les carrières. Et pour ça, je garde ça ouvert, soit faire des breakout rooms, des salles séparées pour que vous puissiez discuter entre vous, soit on laisse ça une discussion ouverte pour définir les différents freins qui bloquent les carrières. On partira ensuite vers un diagnostic guidé, ça veut dire que je vous donnerai les outils pour que vous puissiez faire votre propre diagnostic des freins qui vous empêchent dans votre propre carrière. Comme j'ai dit, ce n'est pas juste du partage d'informations, c'est de la transformation que je cherche. Et à la suite de ça, définir les actions à prendre sur la semaine ou le mois qui vient ou les mois qui viennent. Et finir sur un outil bonus, un outil de coaching que j'utilise beaucoup dans mes coachings en carrière, que je trouve vraiment incroyablement révélateur et qui simplifie les concepts compliqués, qui simplifie l'évolution de carrière et donc par la suite qui t'offre beaucoup plus de facilité à passer à l'action. Je n'aime pas tout ce qui est complexe parce que si c'est trop complexe, ça t'empêche de voir clair et quand ça t'empêche de voir clair, tu ne passes pas à l'action et tu finis par passer à autre chose. Mon but à travers ça, c'est de simplifier les choses le maximum possible. Alors, commençons par ça. By the way, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les, levez la main, faites-moi signe et je vous donnerai la parole. Première chose que je voudrais voir avec vous, c'est de manière très simpliste, le système de promotion, quel est le processus. Ça commence avec une identification d'un besoin. Un besoin en quoi? Soit un besoin de remplacement d'une personne qui est partie, soit un besoin de promotion d'une nouvelle personne, soit un besoin de création d'une nouvelle position, que ce soit verticale, horizontale, verticale ou même diagonale, ça veut dire passer à un niveau supérieur dans un autre département ou dans une autre entreprise. Une fois on définit le besoin, on commence à faire la recherche du candidat. Ça veut dire on fait le posting, on regarde les candidatures et ainsi de suite. Parfait. Les entretiens après, qu'est-ce que ça implique et ainsi de suite. Et on finit, vraiment, le processus se termine le moment où on a cette promotion, on fait l'annonce de la personne. Pourquoi est-ce que je vous présente ça? Parce que la plupart des gens commencent à se préparer, commencent à travailler leur branding, leur image de marque, quand ils voient l'offre. Quand ils se disent, oh, il y a une nouvelle offre, je devrais postuler, je devrais essayer d'avoir mes chances pour l'atteindre. Erreur. Grosse erreur.
Parce que la plupart du temps, avant même que le besoin ne soit annoncé, le manager a déjà en tête qui il va promouvoir. Et donc, ton travail à toi pour avoir cette promotion, il ne commence pas le jour où c'est publié. Il commence bien avant. Il commence ici. Vraiment, avant même que tout soit prononcé. Et je vais te montrer comment tu peux te préparer par rapport à ça. C'est ça tout le but de cette promotion, de cette présentation-là. Les gens, généralement, ils attendent de recevoir pour donner. La plupart ne veulent pas prendre le risque de se lancer, de faire beaucoup d'efforts, de travailler, 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 et puis enfin de peut-être recevoir une contrepartie ou pas. Ça, c'est la plupart des gens ce qu'ils font. C'est safe. Genre, si tu ne fournis pas d'efforts, si tu ne gagnes rien, tu n'as rien perdu factuellement. Mais ce que tu perds, c'est que tu perds un grand potentiel d'évolution. Et ça, c'est un grand manque à gagner que beaucoup ne réalisent pas. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout de cet avis. De l'avis qui te dit, moi, quand l'offre sera là, quand j'aurai le poste, je développerai mon leadership, je vais donner plus d'heures de travail, je vais faire un, je vais faire deux, je vais faire trois. C'est pas comme ça que ça marche. Pour avoir ta promotion, il faut commencer dès aujourd'hui à travailler sur la personne que tu dois être pour réussir dans ce job-là. Donne à partir d'aujourd'hui. Parce que la promotion, c'est un risque pour l'organisation. C'est un risque pour le manager. Elle récompense la personne qui montre le plus de potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle récompense la personne qui montre le moins de risques de réussite dans la promotion. Donc, c'est pour ça que je dis que la promotion est une récompense de ce qui est déjà visible. Ce n'est pas juste une promesse de ce qui va venir dans le futur. Maintenant, ayant dit ça, euh, je voudrais clarifier deux, trois éléments pour vraiment vous simplifier la chose et vous mettre dans la machine. Qui décide des promotions? Ça dépend des organisations. Et les processus, on va dire, différés et ainsi de suite. Mais de manière générale, ça va ressembler à ça. Dans une petite entreprise, tu auras le boss qui va tout simplement se dire, OK, je fais confiance à cette personne, je pense que je fais confiance à ses capacités, je vais je vais la promouvoir. Ou si j'ai quelqu'un dans mon équipe à qui je fais confiance et que je sais que c'est quelqu'un qui a de la jugeote, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, ben, je vais lui faire confiance par rapport à la promotion si c'est une équipe quand même qui est à deux ou trois niveaux. Maintenant, dans une moyenne entreprise, tu as généralement, c'est le boss, c'est le superviseur direct qui définit qui il veut promouvoir. Là, tu as peut-être une consultation avec le directeur général ou avec, on va dire, quelqu'un en interne, peut-être parfois les ressources humaines, pour décider de qui doit être promu. Maintenant, en grande entreprise, ce n'est pas une personne qui définit. C'est tout un comité et il y a des procédures qui encadrent ça. Tu as le posting qui est fait avec certaines règles. Tu as des règles qui font en sorte d'éviter le maximum de discrimination possible. Mais en fin de compte, tu as au moins, on va dire, deux ou trois entrevues que chaque personne passe pour pouvoir accéder à un poste de promotion. La première, bien sûr, est avec un N+1. Soit ils sont ensemble, soit ils sont séparés. Mais de manière générale, tu vas avoir une entrevue avec le N+1, le supérieur hiérarchique de la position, peut-être parfois avec son directeur, à lui, avec les ressources humaines, et parfois avec un membre externe pour assurer quand même on va dire, pour éviter les biais. Et en fin de compte, tu te retrouves avec non pas une personne à qui tu dois prouver que tu mérites de prendre cette promotion, mais avec toutes ces personnes-là. Et si on veut regarder la chose de manière stratégique, ben donc il faut travailler notre branding, notre image de marque, notre image professionnelle avec toutes ces personnes-là. Et c'est exactement ce que je vais vous dire, comment le faire sans trop d'efforts non plus, pour ne pas non plus, on va dire, déranger votre équilibre famille-travail. Mais on arrivera, vous allez voir. Comment est-ce qu'on... Et là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'un superviseur regarde la promotion? Quels sont les éléments qu'il recherche dans la personne et comment est-ce que lui, dans sa vision à lui, il le fait? Une promotion, pour lui, c'est un besoin à combler. Même chose pour les ressources humaines. On a un trou dans l'organisation managériale, quelqu'un qui doit faire un travail de supervision pour certaines personnes, pour alléger le directeur ou pour alléger le N+1. Et donc, on a besoin de quelqu'un pour cette partie-là du travail. Mais c'est un risque.
C'est un risque parce qu'on prend une personne qui performe déjà dans un niveau et on la met dans un niveau supérieur. Donc, le risque, il devient beaucoup plus grand parce que non seulement les responsabilités seront plus grandes, mais ce qui fait le succès d'une personne à un niveau ne fera pas nécessairement son succès à un autre niveau. Quand tu es spécialiste dans ton métier, tu peux te permettre de chercher la perfection dans ce métier et c'est très, très bien. Et way to go. Maintenant, quand tu es manager ou quand tu es leader, quand tu es superviseur, ton but n'est pas de devenir excellent dans les opérations, de devenir excellent dans la production du service ou du produit. Ton but, c'est de faire en sorte que les gens qui travaillent avec toi aient les outils, soient encadrés, soient encouragés, soient motivés, soient tout ce que tu veux, enthousiasmés pour produire. Donc, what got you here will not get you there. Ce qui t'a ramené à devenir un bon contributeur ne sera pas ce qui va te ramener à être un bon leader. C'est pour ça que c'est beaucoup, beaucoup un risque, surtout pour les, euh, les jobs de premier niveau. Donc, les questions que se pose ce superviseur-là, c'est est-ce que cette personne va me faciliter la vie, ce qui veut dire va m'aider à rapprocher la distance entre moi et les opérations et la production du service ou du produit, ou est-ce que la personne va me compliquer la vie et creuser encore plus de problèmes? Est-ce que le jour où cette personne se propose avec une promotion, moi, je peux m'asseoir avec les ressources humaines et avoir avec certitude cette discussion pour dire je défends cette personne, je crois en sa capacité à gérer l'équipe. Ça, c'est aussi un risque parce que c'est leur réputation qui est mise en jeu. Et l'un des rôles d'un manager, c'est aussi de faire grandir les gens qui travaillent avec eux. Donc, c'est très, très critique pour eux. Est-ce que cette personne représente bien l'équipe? Ça veut dire, est-ce qu'elle représente bien les valeurs de l'équipe? Est-ce qu'elle matche bien avec l'équipe? Et est-ce qu'elle sera acceptée par l'ensemble de l'équipe? Donc, ce sont toutes des questions, ce sont toutes des risques qu'un superviseur voit quand il s'agit de promouvoir quelqu'un. Et ton but à toi, c'est que dans sa tête, tu minimises le risque. Et on va voir comment on peut faire ça. De manière générale, si on veut évaluer la performance, en ressources humaines, on utilise beaucoup ce modèle sous différents formats, sous différents noms, mais c'est en fin de compte le modèle qui, on va dire, le plus rassembleur du concept des promotions et ainsi de suite. Pour promouvoir quelqu'un, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde principalement deux choses. On regarde what and how, comment et quoi. Quoi, ça veut dire ce qu'arrive à produire cette personne, l'excellence opérationnelle de cette personne. Si la personne fait un bon travail ou pas. Et puis comment, c'est les valeurs de la personne. C'est comment cette personne se comporte avec les autres, son leadership, ses soft skills. Si tu veux, voilà, donc ça, je mets ça ici. Vous imaginez bien que quelqu'un qui est faible dans le comment, ça veut dire qu'il ne produit pas de bons résultats. Pardon, qui ne se comporte pas bien avec l'équipe, qui ne maîtrise pas ses sentiments ou qui n'a pas de leadership et qui, en plus de ça, ne produit pas de bons résultats, ben, il ne va pas faire long feu dans l'organisation. Généralement, c'est des personnes qu'on va virer ici. Maintenant, des personnes qui sont fortes dans la production du service ou du produit, des personnes qui sont fortes dans tout ce qui est, on va dire, technique et qui manquent le leadership qu'il faut, ben avec ces personnes-là, il faudra faire très, très attention parce qu'ils peuvent ruiner l'équipe. Il faut faire un grand travail sur les soft skills et un grand travail sur les compétences en leadership pour pouvoir aider cette personne à gérer l'équipe. Donc, eux, ils seront ici. Spécialistes, mais pas bons avec les gens. Donc, ça n'aide pas. Pas bon, pas nécessairement parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont mauvais ou parce qu'ils sont, mais c'est peut-être qu'il manque juste les compétences. Comme il y a des personnes qui ont des valeurs qui ne sont pas très collaboratives, on va appeler ça comme ça. Tu as le troisième cadran, c'est ici, c'est les personnes qui sont d'une gentillesse incroyable, qui sont serviables, qui sont collaboratifs, mais qui techniquement sont faibles, ne sont pas assez bons encore. Peut-être parce qu'ils sont faibles, peut-être parce qu'ils n'ont pas un bon training, peut-être parce qu'ils viennent de rejoindre l'organisation et qu'ils n'ont pas encore tout compris. Et vous, je veux que vous soyez ici. C'est ça mon but. Mon but, c'est de vous dire que vous allez être jugé sur votre comment, ça veut dire votre leadership, vos soft skills, vos valeurs, et vous allez être jugé sur ce que vous produisez. Donc, il est très important d'être un strong contributor, d'une personne qui produit des résultats. Ça, c'est la base.
S'il n'y a pas ça, on ne parle pas de ce qu'il y a après. Très important à garder en tête. Après ça, je vais vous parler de plus ou moins la même chose. Quand on veut être promu, on peut présenter notre profil, comment et quoi, mais s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a rien. Maintenant, il y a des personnes qui attendent à ce que l'opportunité se présente, comme j'ai dit en début de présentation, pour commencer à se préparer, commencer à suivre des formations, à faire du coaching, à changer de comportement, à devenir plus responsable, à devenir plus collaboratif. Ben, ces personnes-là, ils ont déjà perdu une grande partie de la manche. Parce que le moment où l'opportunité se présente, le manager a déjà, le responsable a déjà, le responsable RH a aussi déjà quelqu'un en tête pour la promotion. Même s'il y a un processus qui vient après, mais il y a toujours ce biais envers cette personne-là. Parce qu'on sait que cette personne-là, elle a les capacités. Elle n'a pas attendu l'opportunité pour dire que je vais commencer à travailler. Donc, ton objectif, c'est de devenir la personne à qui on pense immédiatement le moment où le besoin se présente, pas le moment où l'annonce est faite. Ça, c'est un processus qui vient, c'est une étape du processus qui vient après. Très bien. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce que là, maintenant, on va passer vers les freins qui bloquent les carrières. Donc, si vous avez des questions concernant le processus de recrutement, le processus de promotion, si vous avez des questions concernant les soft skills à développer, whatever questions you have, je vous écoute. Je vais vous donner quelques secondes. S'il n'y a pas de questions, je passe. Et j'en profite aussi. Je t'en prie, Sarah. Alors, Donc, bonjour coach. Merci pour la présentation et pour l'opportunité que vous nous donnez. J'ai une question. Par contre, vous avez dit que l'opportunité, quand on veut, quand la promotion est faite, elle est faite au moment où, pardon, il faudrait pas attendre que la promotion soit annoncé. communiquée, c'est annoncé, c'est ça. Il faudrait plutôt agir avant que le besoin ne soit détecté. Mais concrètement, comment on pourrait faire ça? Ben, c'est exactement ce que je vais vous dire. C'est ce que je vais vous présenter dans ce qui va venir après. Mais en gros, c'est pour simplifier la chose. Dans toute organisation, tu as, euh, tu as des job descriptions et tu as des évaluations annuelles, formelles ou informelles. Mais il y a toujours ça. Ton but, c'est d'être très, très bon, pas nécessairement excellent, mais au moins très, très bon au niveau de la production du service que toi, tu fournis à l'entreprise. Donc ça, c'est la base. C'est comment est-ce que toi, tu peux te positionner comme la personne qui est travailleuse, qui fait le travail qu'il faut, qui fait blablabla. Donc ça, c'est la première phase. Et en plus de ça, tu dois travailler ton leadership, tes soft skills. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de passer à une position supérieure? Ça veut dire ne pas juste euh, provide value, ne pas juste donner de la valeur en faisant le travail toi-même, mais ça veut dire faire en sorte de donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour produire de la valeur, l'encadrement dont ils ont besoin pour fournir de la valeur. Donc, ce sont toutes des compétences en leadership qu'il faut commencer à développer. Et je vais par la suite un peu détailler ce que veut dire le leadership et quelles seraient éventuellement ces compétences-là qu'il faudrait détailler. J'espère que j'ai répondu à la question. Je vais prendre la question de Sabrine. Si ce n'est pas répondu, ben, n'hésite pas à me relancer pour me le dire. C'est clair, Sabrine? merci beaucoup. Ok, parfait, avec plaisir. Je t'écoute, Sabrine. Euh, oui, merci. Donc, en fait, ma question porte sur le fait, mais bon, c'est aussi en lien avec les soft skills. Et donc, je comprends effectivement que le positionnement est très important, de démontrer une excellence opérationnelle et de faire preuve de leadership pour être repéré très en amont. Et en même temps, enfin, de mon expérience au sein de différentes entreprises, j'ai pu voir que des fois, c'est pas forcément ce type de considérations qui sont pris en compte, et plus, par exemple, les relations interpersonnelles que certains ont pu développer avec leur manager, les bons relais au sein de l'entreprise, qui font que ça va jouer beaucoup plus que d'être le bon petit soldat qui travaille très bien et qui montre qu'il est capable de faire plus. Donc, je ne sais pas si on peut en parler ou pas. Certainement, on va parler tout de suite.
Ah, ok. Bon, bah voilà. Ce que tu nous ramènes à la table ici, Sabrine, c'est une frustration qui est partagée, qui est, on va dire, largement partagée, surtout dans les entreprises où il y a pas mal de cette culture de favoritisme-là, qui est basée sur les relations interpersonnelles plus qu'elle est basée sur les compétences de la personne. Alors, j'ai une réponse à deux niveaux. La première est que oui, l'injustice existe. Oui, elle existera. Ça va rester. Parce que les humains, ben, naturellement, on cherche des gens qui nous ressemblent, on cherche des gens avec qui on peut nous connecter. Et si ça se trouve, ben, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser ceci à leur avantage pour se connecter à leur supérieur ou aux personnes qui prennent des décisions. Comme ça, le jour où ils viennent, ben, il y a ce côté personnel qui joue dans la prise de décision. Mais ce que je peux t'assurer, c'est que dans une organisation qui se respecte, on ne va jamais euh, accepter de promouvoir quelqu'un qui n'a pas, je n'irai pas jusqu'à dire l'excellence opérationnelle, parce que euh, ça c'est un non négociable quand même. Si je sais que je vais promouvoir mon ami ou quelqu'un que j'apprécie, mais que cette personne va me causer des problèmes par la suite, ben je t'assure que le manager va se poser 10 000 questions avant de pouvoir prendre cette décision pour dire OK, je vais le prendre. Et la chances are, ils vont pas le faire. Maintenant, si la personne, on va dire, est un 7 sur 10 au niveau de l'operational excellence, et que toi, tu es en compétition avec cette personne, et toi, tu es un 9 sur 10, ben, il y a quand même des chances à ce que cette personne soit priorisée par rapport à toi. Donc ça, c'est le premier élément de la réponse. Deuxième élément de la réponse, les relations interpersonnelles, cette relation qu'on arrive à créer avec nos supérieurs ou avec les preneurs de décision, c'est une donnée de laquelle on peut se plaindre parce que oui, d'autres personnes arrivent à le faire. Et c'est aussi une donnée qu'on peut utiliser à notre avantage. Et à travers la partie ici diagnostic guidé, la partie diagnostic guidé, je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez utiliser ça à votre avantage. Et là, il faut faire la différence entre deux choses. Il faut faire la différence entre l'influence et la manipulation. Quand on vient et qu'on essaie de nous connecter à une personne, c'est humain. Pour moi, il n'y a pas de mal dans ça. Maintenant, si on le fait sachant que nous, on cherche un win-lose, ça veut dire qu'on sait qu'on n'a pas grand-chose à apporter, mais que tout de même, on s'approche de cette personne pour prendre cette promotion-là et prendre les chances de quelqu'un d'autre qui ferait peut-être un meilleur travail que nous, alors que nous, on sait qu'en fin de compte, on n'arrivera pas à produire et on compte juste sur ça, juste sur cette relation interpersonnelle. Alors là, je ne vous conseillerais absolument pas de le faire. Maintenant, si en plus de votre excellence opérationnelle, vous pouvez apporter cette touche humaine, ben, pour moi, c'est doublement positif. Parce que non seulement vous aurez une bonne relation avec votre supérieur hiérarchique, mais ça me prouve aussi que vous avez la capacité à vous connecter à d'autres personnes. Ça veut dire les gens du même niveau que vous, et ça veut dire les gens qui travaillent avec vous. Donc pour moi, vous êtes un très très bon candidat. Donc ça, c'est le deuxième élément de ma réponse. Et troisième élément peut-être à ajouter, c'est que moi aussi, je me suis un peu retrouvé dans une situation similaire euh, dans une vie antérieure, avec une personne qui, moi, je la voyais, c'était ma collègue. Je voyais à quel point c'était incroyable ce qu'elle faisait. Mais elle arrivait quand même à séduire, on va dire, les preneurs de décision. Et le moment venu, ben, on a priorisé cette personne sur moi, sachant que moi, j'étais le bon petit soldat qui donnait énormément pour l'entreprise et qui s'est battu et qui s'est. Mais en fin de compte, qui n'a pas été pris et qui n'a même pas été considéré et qu'on n'a même pas regardé. Ça, c'était l'effet immédiat. Mais qu'est-ce que ça m'a appris et qu'est-ce que ça a fait de moi? Et c'est là où je veux vraiment mettre l'accent. C'est qu'en travaillant dur sur mes compétences techniques et sur mes compétences interpersonnelles, ben, ce qui s'est passé, c'est que je me suis développé. Et quand je me suis développé et que je n'ai pas trouvé ma place dans l'entreprise, j'ai très facilement trouvé une place qui était nettement supérieure, nettement meilleure dans une autre organisation. Alors, pour moi, si tu ne suis pas le développement personnel ou le développement de ta carrière pour grandir simplement dans ton entreprise,
Suis-le pour grandir en tant que personne, parce qu'en fin de compte, tu développes tes compétences même personnelles. Et suis-le pour te développer sur le long terme. Ne regarde pas juste la promotion qui est devant toi ou peut-être le favoritisme que tu trouveras devant toi. Qu'est-ce que tu en penses, Sabrine? Oui, je trouve que c'est effectivement une très bonne approche de le centrer en fait sur son propre parcours. Ça permet du coup de se réapproprier en fait un certain contrôle en fait de cette destinée entre guillemets. Ouais, non, c'est une façon intéressante de voir les choses. Merci pour cette perspective. Avec grand plaisir. Alors, je vois Sarah qui a la main levée. Je ne sais pas si tu as la main levée depuis tout à l'heure ou pas. Et je vois Samy qui a posé une question. Alors, Sarah, si tu voulais encore parler, je t'écoute. Sinon, je vais vers la question de Samy. OK? Donc, je vais directement vers Samy. Alors, quels sont les soft skills à prioriser pour gagner en leadership? Excusez-moi. En fait, je voulais juste dire que c'est bon, vous avez répondu à la question. Merci. Ah, OK. Parfait, 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 parfait. Merci pour le feedback aussi. Samy nous pose la question, quels sont les soft skills à développer pour gagner en leadership? Alors, encore une fois, j'ai une réponse à 3 niveaux. La première, c'est que je vais parler de certaines de ces compétences dans cette présentation. La deuxième, c'est que le leadership n'est pas une compétence simple, c'est ce qu'on appelle une macro-compétence. Ça veut dire une compétence qui englobe beaucoup d'autres compétences à l'intérieur. Et vous voyez ici l'outil Coaching Bonus. C'est un outil que je pense vous sera très, très utile dans l'opérationnalisation du développement du leadership. C'est un outil vraiment que moi que je conseille et que beaucoup de mes coachs utilisent. Et ça donne une clarté incroyable quand il s'agit de développement de compétences ou de développement de choses qui sont tellement complexes qu'on n'arrive pas à les to grasp them. On n'arrive pas à les contrôler tellement c'est grand. Donc, j'y arriverai. J'y arriverai, Samy. OK? On passe? Pas d'autres questions? Très bien. Yes. Alors, quels sont les freins qui bloquent les carrières? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai catégorisé pour vous les plus grands freins qui bloquent les carrières et dans chacun d'eux, on va entrer un peu dans le détail de chacun d'eux. Le premier étant le positionnement. Le deuxième étant la visibilité, la communication, les freins stratégiques, on va dire d'établissement de stratégie, les freins psychologiques, les freins organisationnels et puis les freins de posture, d'attitude. On va commencer par le positionnement. Alors, le positionnement, c'est... Mais avant, voilà, je me disais bien. Avant de commencer, euh, comme j'ai dit au début, je ne veux pas que ce soit un partage d'informations et que vous ayez l'information et que vous soyez content que vous ayez d'avoir l'information et que tout s'arrête là. L'apprentissage, c'est notre capacité à changer de comportement après avoir acquis une nouvelle information. C'est ça l'apprentissage. Si tu acquiers de l'information mais que tu ne changes pas de comportement, ça veut dire que tu n'as pas vraiment appris. Ça veut dire que si je prends un verre et que je le lâche et qu'il se casse, et que j'en prends un deuxième et que je le lâche et qu'il se casse, et que j'en prends un troisième, ça veut dire que je n'ai pas appris la leçon. Oui, j'ai appris que le verre se cassait, mais je n'ai pas appris la leçon et je n'ai pas changé de comportement. Pour y arriver, ce que je vous conseille et ce que je vous demande de faire, parce que c'est important pour la suite de la présentation, ce n'est pas une présentation à sens unique. Non, il y aura des moments où on va échanger entre nous. Et ce que je vous demande maintenant, c'est de préparer ces moments d'échange par la suite. Alors, il y a deux choses que je souhaiterais, s'il vous plaît, que vous fassiez. Le premier, c'est que je vais présenter les freins. Je veux vraiment d'avoir votre full attention, que vous vous concentriez à 100% avec moi quand il s'agit de l'explication. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre. Maintenant, je voudrais aussi que vous regardiez d'un œil critique par rapport à votre carrière, à votre développement professionnel et peut-être même personnel, et que vous vous posiez la question, OK, lequel de ces freins s'applique à moi le plus? Parce qu'ils vont tous, à un certain niveau, s'appliquer à toi. Normal, personne n'est parfait. Mais lesquels s'appliquent le plus? Je voudrais être un ou deux maximum, et qui fait qu'il ralentit ta carrière. Je voudrais une réponse honnête, parce que ton but n'est pas de te juger pour te rabaisser, et n'est pas de te flatter ton ego pour dire non, je suis intouchable. Je veux vraiment que l'ego se dégage de cette conversation et que vous puissiez répondre honnêtement, sans vous juger, mais pour vous situer, pour gagner en clarté.
Alors, merci Ayoub pour la présentation. Pour moi, c'est un manque de confiance. OK, OK. Donc, toi, tu sais déjà ce sur quoi tu veux travailler. Manque de confiance, très bien. Euh, Tu sais, la confiance, c'est trois choses en même temps. OK, alors on va pas rentrer dans ça maintenant. Si tu m'excuses, je vais passer les différents éléments et je voudrais que peut-être que tu sois un peu plus précise, peut-être dans ce que veut dire le manque de confiance, parce que ça veut dire au moins trois choses en même temps. Bon, on va y arriver. Je vois ici écrit la zone de confort, Sarah qui nous écrit ça. Alors, s'il vous plaît, si vous permettez, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. On dit de mauvaises choses généralement de la zone de confort, du fait de vouloir sortir, du fait qu'on ne veut pas sortir de la zone de confort. Et on se sent mal parce qu'on ne veut pas sortir de la zone de confort. Mais je voudrais quand même apporter un petit élément de réflexion ici, qui est que la zone de confort, c'est quoi en fait? C'est quand on arrive à bâtir à rassembler suffisamment d'informations par rapport à un sujet et de bâtir éventuellement des habitudes autour d'un thème ou d'un sujet de notre vie, qui fait que on ne fournit pas l'effort conscient de réfléchir à 100% dans le processus de prise de décision ou dans le processus de passage à l'action. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu as tellement fait que maintenant tu sais de quoi c'est fait de l'intérieur et tu n'as plus réellement peur de t'adresser à ça parce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur. Et surtout que tu peux prédire les résultats à partir de tes inputs, de ce que tu y mets, tu peux prédire les résultats. Ça veut dire que je sais que si je lève 1 kilo, 10 kilos, 5 kilos, je sais que je vais y arriver. C'est dans ma zone de confort. Donc, cette prédiction que je peux faire du résultat basé sur l'effort que j'y mets, c'est ce qui fait qu'on peut dire que ça fait partie de ma zone de confort. Maintenant, je ne sais pas si en essayant de lever un 100 kilos, si je vais y arriver ou pas. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, it's painful. Ça fait mal parce que je ne suis pas habitué à le faire et donc ça me fait mal. Et ça nous donne un sentiment désagréable, on va dire, en essayant de sortir de cette zone de confort. Mais c'est la seule manière de grandir. Ça, c'est la première chose, c'est ce que tout le monde veut vous dire. Maintenant, est-ce qu'on va sortir continuellement de notre zone de confort? La réponse simple, c'est non. Il faut un minimum de zone de confort dans notre vie. Il faut qu'on ait un système de support. Il faut qu'on se sente capable, en tant qu'humain, psychologiquement, pour rester, on va dire, stable psychologiquement, d'avoir des zones qui font partie de notre zone de confort. Des tâches qu'on fait, des relations qu'on a, des processus qu'on engage. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, c'est quoi la zone d'inconfort par opposition à la zone de confort? Ce sont les choses que tu n'as pas encore appris à faire, que tu n'as pas encore développé les compétences ou les muscles pour faire. Maintenant, le jour où tu as grandi ta zone de confort, cette zone d'inconfort rentre dans ta zone de confort qui devient plus large. Et là, la zone d'inconfort, elle devient encore plus large. Et tu vas continuellement chercher à sortir de cette zone de confort, mais jusqu'à quand? Pourquoi le faire? Si tu vas souffrir pour avoir un résultat positif en améliorant tes compétences, en améliorant ta manière d'être, ta manière de vivre, by all means, do it. Fais-le, c'est très bien. Maintenant, il y a un coût à tout. Il y a un coût d'apprentissage à tout. Et tu ne peux pas donner 100% de ton effort à toutes les choses de ta vie. Donc, tu dois vraiment être picky. Tu dois choisir bien là où tu vas sortir de ta zone de confort. Et rester dans sa zone de confort n'est pas nécessairement mauvais. Donc, juste une grande parenthèse, un petit parenthèse. Donc, on va y arriver. Les freins de positionnement. Alors, quatre éléments à garder en tête ici. Ce qui bloque beaucoup de gens dans leur développement de carrière, c'est leur positionnement. Ils sont perçus comme bons exécutants, ou comme l'a dit tout à l'heure Sabrine, ce bon petit soldat qui fait le travail, mais qu'on ne voit pas nécessairement comme étant un futur leader, quelqu'un qui pourrait gérer une équipe et inspirer cette équipe pour atteindre des objectifs et blablabla. Ce qui peut être vrai, comme il peut ne pas l'être. Et la question ici n'est pas de juger les compétences de la personne, mais de juger son positionnement. Ça veut dire l'image qu'il renvoie dans l'esprit des gens. Si les gens le reconnaissent comme étant un leader ou pas.
Et c'est ça la grosse différence qu'il y a entre quelqu'un qui travaille et qui se vend d'une manière positive, saine, versus quelqu'un qui ne le fait pas. Euh, Tu fais très bien ce qu'on te demande, mais on ne te projette pas plus loin parce que tu ne reflètes pas ça. Maintenant, si tu ne le reflètes pas, il y a 10 000 questions que tu peux te poser. Quelles sont les compétences? Par exemple, Samy nous a posé les compétences sur les soft skills à prioriser pour gagner en leadership. Je vais y arriver. Deuxièmement, être associé à un rôle précis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es, et pour revenir à la zone de confort, si tu es trop dans ta zone de confort et que tu refuses de toucher à une autre partie du boulot, du processus de production, comment est-ce que tu peux prétendre à une promotion? Parce que si tu es promu, ça veut dire que tu devras superviser toute la chaîne de valeur. Tu ne dois pas être spécialiste. Tu as des gens qui travaillent avec toi qui sont des spécialistes. Et ce sont eux qui produisent la valeur. Ton rôle, c'est de superviser. Ils sont supposés s'y connaître mieux que toi. C'est ça, c'est comme ça que ça doit être. Maintenant, tu dois avoir suffisamment de connaissances pour ne pas tomber dans l'effet chaman. L'effet chaman, c'est quand les gens te disent des choses que tu ne comprends rien, et c'est comme s'ils parlaient une langue que tu ne comprenais pas. Donc c'est important de garder ça en tête, qu'il y a des personnes qui ne veulent pas du tout sortir de leur zone de confort, qui fait qu'ils restent dans cette zone-là et qu'ils n'arrivent pas à s'en détacher. Et donc, on leur colle l'image de la personne qui ne veut pas sortir de la zone de confort. Et quand cette personne demande une promotion, on se dit, peut-être pas le meilleur fit. Troisièmement, être vu comme indispensable à ton poste. Et ça, c'est malheureusement parfois un manque de leadership de la part des managers. Quand on fait une mauvaise gestion de la succession, ça veut dire quand on a une seule personne qui détient tout le savoir qu'il y a par rapport à une seule position, et on ne peut pas se passer de cette personne. Donc, même si cette personne a les meilleures compétences du monde et a les meilleures compétences humaines et compétences techniques du monde, il est très, très difficile de promouvoir cette personne parce qu'il est très difficile de la remplacer. Donc, c'est un peu, on va dire, un risque par rapport à l'excellence. Quatrièmement, être perçu comme technique, mais pas stratégique. Stratégique, ça veut dire savoir prioriser les ressources pour atteindre un objectif futur. C'est ça, en fin de compte, la stratégie. C'est de savoir définir un plan aujourd'hui pour gérer tes ressources aujourd'hui, pour arriver à un point futur et un objectif futur. Si tu es technique et tu te limites à ça et tu as le nez dans le guidon et tu n'arrives pas à te prendre du recul pour réfléchir de manière stratégique long-termiste, ben le leadership, tu ne l'as pas nécessairement encore. Il faut encore travailler dessus pour développer ce recul. Et ça répond un peu à ta question, Samy. Le recul et puis la vision stratégique, c'est le premier, peut-être, travail d'un leader. C'est bon pour le positionnement. Maintenant, vient la visibilité. La visibilité, ce sont les personnes qui travaillent dur et en silence. Ben, je pense qu'il y en a. Est-ce qu'il y en a parmi nous aujourd'hui? Des personnes qui travaillent dur et qui travaillent en silence et qui attendent à ce que leur travail parle pour eux. Être visible auprès des mauvaises personnes. Quand on essaie de devenir visible en entreprise, on ne peut pas devenir visible à tout le monde. Ça veut dire montrer à tout le monde qu'on sait faire les choses, montrer à tout le monde qu'on est, une minute, ça, je te donne la parole, qu'on est les meilleurs contributeurs et envoyer des mass emails à tout le monde pour dire regardez ce que j'ai fait, regardez. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on veut devenir visible, il faut le devenir aux personnes clés. Autrement dit, devenir visible aux personnes qui ont la main ou qui ont un mot à dire sur ta promotion. C'est ça le key. Comme ça, tu limites tes efforts à ces personnes-là, tu arrives à bâtir une relation humaine, pas juste envoyer des emails qui n'ont pas de sens. Et en plus de ça, tu arriveras peut-être à bâtir cette relation humaine qui fera de toi un bon candidat pour la promotion. Oui, Sana, je t'écoute. Oui, c'est justement par rapport à la question de la visibilité, parce que il y a une tendance à ce qu'il y a des personnes qui parlent trop c'est-à-dire en fait pour une tâche assez simpliste, ils font de la sorte de l'agrandir à ce que comme si ils font beaucoup d'efforts extraordinaires par rapport à d'autres personnes, là où la tâche elle est assez simple, ça nécessite pas autant de bruit, entre guillemets. Pour la faire partager. Mais parfois, en fait,
des tâches assez simples ou des actions assez simples peuvent donner plus d'impact sur les gens. Excusez. Et puis, en fait, ça peut aller on va dire, des employés jusqu'à la direction. C'est pas nécessairement, je sais pas, mais en fait, parfois, il y a pas mal de stratégies, mais parfois les gens qui n'ont pas assez d'impact ou plutôt de tâches réussissent à avoir plus d'impact que des personnes qui ont des charges de travail, qui essaient quand même de donner plus de visibilité, mais ils ne réussissent pas à le faire concrètement sur terrain. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, encore une fois, une réponse à deux niveaux. Le premier, c'est que ce que tu dis est parfaitement vrai. Et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure d'une personne qui, quand je regarde, je travaillais avec cette personne, nos bureaux étaient face à face. Quand je la regardais, mais elle était incroyablement, genre, en manque d'énergie chronique. Ses yeux tombaient et elle était genre, et quand elle voyait un leader, son visage, il rayonnait d'une manière en une seconde. Bam! Et là, tu as une énergie incroyable. Ben, bravo pour son énergie management. Mais moi, je n'aimais pas ça. Mais en fin de compte, c'est une stratégie qui a payé pour elle. Regarde. Euh, pour ma réponse à des niveaux, le premier niveau de ma réponse, c'est que si tu répètes un mensonge suffisamment de fois, ça devient la vérité. Et ça, c'est très connu en politique. C'est pour ça que tu as un Trump ou un whatever qui te dit la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Et en fin de compte, ça finit par rentrer dans la tête des gens, même si initialement, it doesn't make any sense. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que on peut toujours critiquer ces personnes de partager une valeur qui n'est pas, on va dire, de partager beaucoup de choses qui n'ont pas nécessairement de valeur. Mais si elles partagent encore et encore et encore et encore, ben en fin de compte, ce qui reste dans l'esprit des gens, c'est que oh, cette personne, elle est active. Marquer un point. Elle a marqué un point. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'on critique les personnes qui utilisent des techniques. Je veux qu'on apprenne d'eux. Parce qu'en fin de compte, ils ont quand même maîtrisé l'art de la communication et l'art de l'impact avec très peu de choses. Alors, imagine si toi, tu fais la même chose, mais avec un vrai impact, avec une vraie valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Ben là, on sentira la différence immédiatement. Ben, c'est ça le dilemme, c'est qu'en fait, c'est pas éthique comme manière, je vois, Ouais. mais justement, ce discours qui n'est pas crédible, qui n'est pas Oui. réaliste, on va dire pas crédible, mais pas réaliste, ils arrivent quand même à avoir de l'impact alors que Yes. pas nécessairement, est-ce que, admettons, je n'ai pas cette compétence de mentir sur des Mhm. choses irréalistes. Donc, c'est ça. Et puis, le résultat est lié pour eux. Très bien. Est-ce que tu travailles, est-ce que toi, tu te donnes à 100% au travail? J'ai appris de ne pas me donner à 100%, mais plutôt de faire les bonnes choses de la bonne manière, dans le sens Magnifique. où j'arrive à mes objectifs, mais en fait, c'est avec proportionnalité que je donne les efforts par rapport à ces tâches-là. C'est ça. Très C'est ce que bien. j'ai On appris. commence tous. Oui, oui, oui. On commence tous par être le petit soldat dont on nous parlait tout à l'heure, Sabrina. Sabrine ou Sabrine? En tout cas, dont nous parlait tout à l'heure S. Et avec le temps, on apprend à gérer notre énergie pour ne pas tomber dans ça. Donc ça, c'est la première chose et je suis parfaitement d'accord par rapport à ça. Maintenant, imagine, Sana, toi, avec l'impact que tu as, toi, avec le, la gestion de tes efforts et tout, et tu arrives quand même à produire de belles choses, des choses qui produisent on va dire, produire beaucoup de valeur pour les gens qui travaillent avec toi et pour l'organisation, et tu communiques même moins que cette personne-là. Est-ce que ça serait éthique ou pas? Au niveau éthique, bah oui, la communication, tout dépend en fait. C'est ça l'enjeu, je pense. C'est la manière de communiquer, c'est ça l'éthique joue dans la façon de Très bien. communiquer. Parce que, Mhm. admettons, pour moi, en fait, la façon de communiquer, c'est être à la proximité déjà des personnes clientes pour ma fonction, quelle que soit en fait en position de supériorité ou bien en fait à la même Yeah. position ou inférieure. Mais la façon de présenter les choses, c'est ça l'enjeu de l'éthique, je vois. Je Donc, comprends parfaitement. Alors toi, si toi tu présentes les choses comme elles sont, sans gonfler,
Pour toi, exact, c'est éthique et c'est représentatif de la réalité, donc c'est éthique. C'est ça? exact. Ouais. Magnifique, magnifique. Alors, je reviens à mon exemple pour peut-être t'envoyer un message. Quand j'ai appris que cette personne a reçu une gratification, et le pire, c'est elle n'avait pas fait 1 minute de travail dans cette gratification, c'était moi qui avais fait 100% du travail. Et elle était montée en réunion annuelle du personnel là, devant 300 et quelques cadres, et on lui a donné un trophée pour lui dire bravo pour le travail que tu as fait pour mon travail à moi. Alors au début, I was a hater. J'ai Ouais. détesté ça. Ça m'a beaucoup plombé ma motivation et tout. Mais après des années, pas directement, après des années, c'était ma première expérience, by the way. Après des années, je me suis dit, j'étais un hater. Ça veut dire que moi, je me disais, c'est différent de mes valeurs, moi je ne vais jamais faire ça. Communiquer, on va dire, de manière stratégique avec certaines personnes, parfois dire des choses qui ne sont pas nécessairement vraies, gonfler les faits, essayer de prouver qu'on a un impact alors qu'on n'en a pas. Moi, c'était vraiment travail, focus. Mais après, je me suis dit, mais elle est intelligente. Avec très peu d'input, elle arrive à peindre cette image d'elle-même. Alors, si moi, j'apprenais d'elle et je faisais en sorte de peindre une image réaliste de mon travail, ben, je serais de loin supérieur à elle. Et c'est là où je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais passer de la position de moi qui déteste ce qu'elle fait, de la position de moi qui respecte ses compétences en communication et je vais en apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est réaliste. Moi aussi, bon, j'ai essayé de le faire. Peut-être j'ai pas réussi, mais oui. Ça prend du temps aussi, ça prend C'était du recul. l'observation, oui, c'était la phase d'observation, mais j'ai approuvé quand même que cette personne ou ces personnes qui ont adopté ce genre de comportement ont de la compétence justement de faire valoir la petite chose ou le petit effort qu'ils Right. fournissent. Yeah. On a des choses à apprendre d'eux. Oui, OK? Et encore une fois, juste dirige tes efforts vers la personne qui mérite de savoir ce que tu fais et qui a un impact sur ta promotion. C'est pas toute l'organisation qui va impacter, c'est des personnes clés, c'est les ressources humaines, c'est ton supérieur, c'est éventuellement un directeur ou quelqu'un avec qui tu travailleras directement ou autre. Mais ce sont ces personnes-là qui doivent savoir réellement qui tu es. Généralement pour la plupart des positions. Là, je ne te parle pas de position où tu vas passer VP ou tu vas passer à autre chose. Là, c'est différent. Mais on va dire dans les premières sphères de l'organisation. d'accord. OK? Merci. Troisièmement, le troisième frein à la visibilité, c'est d'être visible uniquement s'il y a un problème. Si tu le fais ça, c'est que on dit que ta visibilité est associée à l'urgence, pas à la valeur. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que avec le temps, ce qui se passe dans les organisations, c'est que tu commences à travailler, tu commences à fournir des résultats et on se dit, OK, ça, c'est la base. Et d'un coup, ça devient un acquis et ce n'est plus valorisé. Mais ton travail aussi, c'est de faire en sorte que cet acquis-là, ce n'est pas un acquis, c'est quelque chose que tu valorises. Comment est-ce que c'est lié à ce que j'ai écrit ici? C'est parce que tout simplement, si vous connaissez la matrice d'Eisenhower, c'est la matrice qui se pose entre l'urgence et l'importance et qui dit que tout ce que tu fais dans la vie ou dans le travail, il est soit urgent, important, c'est dont on parle ici, soit qu'il est urgent mais pas important, soit qu'il est important mais pas urgent, ou qu'il est ni urgent ni important. Et le fait que tu t'organises fait que tu n'attends pas nécessairement dans l'urgence dans beaucoup de situations. Et c'est ton travail de faire en sorte de montrer quand tu mènes des projets de A à Z et que c'est flawless et qu'il n'y a pas de bottlenecks, de goulot d'étranglement et que tu fais vraiment le travail de manière flawless, de communiquer sur ça. Ne pas juste attendre l'urgence ou attendre qu'il y ait un problème pour te montrer ta valeur. Non, ta valeur doit être dans l'excellence opérationnelle et dans operational excellence, voilà, dans l'exécution, dans l'exécution de chaque jour et l'exécution stratégique et du quotidien. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je pense que vous avez quand même la plus grande partie de l'idée. Quatrièmement, c'est ne pas parler de son impact et se sentir mal à l'aise. Et je pense que c'est dont tu nous parlais tout à l'heure, Sana. C'est quand on sent que
oui, mais ça, c'est normal, ça, c'est la base du travail. Je ne vais pas quand même communiquer parce que j'ai fait juste ça. Non. Si l'impact de ce juste ça, il est important, et vas-y, fais-le. Fais le travail, communique dessus. Parce que toi, en faisant ça, ben, tu es en train de communiquer sur tes achievements. Et les achievements, ben, c'est une preuve que dans le futur, tu vas reproduire les mêmes achievements, donc le même succès. Et si tu arrives à te gérer toi-même et à gérer ton succès et garder ton travail, on va dire en operational excellence, ben, ça prouve que non seulement tu as la capacité de le faire pour toi, donc si tu es promu, tu vas le faire pour toi, mais tu vas aussi aider ton équipe à le faire une fois que tu es promu. J'espère que ça fait du sens. Fin de communication relié aux deux premiers. Parfait. Une grande erreur, on va dire un grand challenge que je trouve parfois, surtout en réunion, quand des personnes veulent se vendre, c'est qu'on se concentre trop sur, euh, sur le travail et qu'on oublie l'impact, qu'on oublie le résultat. Le travail, c'est juste ce qu'on fait pour arriver à un résultat. En fin de compte, c'est le résultat qui est important. Comment tu es arrivé, à la limite, tout le monde s'en fout. C'est vraiment ce sur quoi tu es arrivé. Surtout si tu arrives à relier ça aux objectifs stratégiques de la boîte, à relier ça aux objectifs de ton manager et ainsi de suite. On entend ce que tu fais. Tout le monde s'en fout de ce que tu fais, de combien d'heures tu as passé devant ton PC, de réunions que tu as eues. Ce qu'on regarde, c'est ce que tu as apporté. Donc, s'il vous plaît, concentrez-vous beaucoup sur l'impact, beaucoup plus qu'autre chose. Manquer de clarté dans tes messages. Avant de communiquer, vraiment là, c'est un élément très important. La communication, c'est une compétence qui est underrated, qui n'est pas valorisée à sa juste valeur. Quand je dis la communication, ce n'est pas nécessairement ce qu'on dit, mais ça commence ici. Ça commence à nous étant capables de lire l'atmosphère, de recevoir les messages clés stratégiques de l'opération, de la boîte, de comprendre ce que veut notre manager, de comprendre ce que veut notre équipe, de comprendre ce que veut tout le monde. Et c'est là où on arrive à travailler sur ce qu'on veut dire nous pour faire en sorte que ce soit relevant to them, que ce soit que ça corresponde à ce que eux veulent entendre. Et là, je ne parle pas de manipulation, je te parle juste de l'impact. C'est très, très important de développer cette compétence-là. Et là, je reviens vers ce que Samy a posé comme question tout à l'heure. C'est incroyablement lié au leadership, la clarté des messages. Il ne faut pas trop parler pour dire très peu. Non, on utilise peu de mots, en détail s'il y a besoin. Mais l'idée, c'est que tu gardes un maximum de clarté dans tes messages. Éviter les conversations de carrière. Beaucoup de personnes se sentent mal à l'aise à partir vers leur manager pour lui dire « je veux évoluer dans ma carrière ». À partir vers leur manager et leur dire ben, « est-ce que tu peux m'aider à définir un plan de carrière sur le futur ?» Et ça, c'est quelque chose que je vois autour de moi. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas mal à l'aise. Allez-y, parlez de carrière. Parlez à votre manager. Si vous voulez prendre une position que lui connaît. Si vous voulez prendre une autre position, peut-être si vous avez assez d'affinité, parlez à la personne qui a déjà fait le parcours avant vous et qui a reçu cette promotion pour lui dire quels sont les facteurs qui ont fait que tu as été pris, sur quoi est-ce que tu as travaillé, sur quoi est-ce que tu as été jugé, et ainsi de suite. Quatrièmement, mal formuler tes ambitions. Si tu n'es pas clair sur ce que tu veux, tu ne vas pas le communiquer clairement. Règle simple. Il faut être clair dans sa tête pour communiquer de manière claire. Sinon, tu tombes dans le flou, tu tombes dans le contradictoire, tu sembles hésitant, à chaque fois tu changes de direction, alors qu'en fin de compte, c'est juste une question de clarté. Alors, avant de se lancer dans une on va dire, recherche de promotion, il faut déjà clarifier si c'est vraiment ce qu'on veut, et ainsi de suite. Et je vais arriver à un deuxième point par rapport à ça par la suite. Les freins stratégiques, c'est quand on ne comprend pas nécessairement comment les décisions sont prises, on ne comprend pas les décisions, les aspirations stratégiques, et donc on commence à faire un peu n'importe quoi. En tout cas d'un œil externe. Pour nous, on essaie de courir dans tous les sens pour essayer de répondre aux besoins de la boîte, mais de manière générale, notre boss nous dira ben, tu manques de stratégie, tu manques de vision stratégique. Et en fin de compte, ce que ça veut dire tu manques de vision stratégique, ça veut dire que tu ne travailles pas sur les bonnes choses, tu ne priorises pas les bons projets. Pour avoir une vision stratégique, ben, ce qu'il faut, c'est qu'il faut regarder
ce que produit la boîte comme output, regarder les objectifs stratégiques et essayer de participer à ces objectifs stratégiques pour atteindre les objectifs stratégiques. Donc, c'est vraiment ça, c'est aussi simple que ça, mais c'est un travail qui est très, très peu fait. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à le faire. Miser uniquement sur la performance individuelle. Il y en a qui se vantent de pouvoir produire énormément de fournir énormément d'heures de travail, de produire énormément de valeur tout seul. Et ils sont fiers de ça. Mais en même temps, ils oublient que pour devenir chef d'équipe, c'est pas du tout le jeu. Le jeu, c'est que tu dois aider les autres à produire de la valeur en produisant toi-même de la valeur. Donc, très important à garder en tête. Ne pas aligner ton travail avec les priorités réelles, j'en ai parlé. Et puis, ne pas se faire d'alliés, ne pas construire de relations avec les alliés. Et ça, je pense que ça rejoint ce qu'a dit tout à l'heure Sabrine. Sabrine. Non, je ne me rappelle plus du. Désolé. C'est très, très important de savoir s'allier aux bonnes personnes. Sabrine, merci beaucoup. C'est gentil. Je ne vois pas ton nom. Donc. Quand personne ne parle de toi quand tu n'es pas là, ça veut dire que tu n'es pas visible en entreprise. Le moment où on réfléchit, où tu commences à devenir un sujet de discussion, dans le bon, dans le bien, j'espère, c'est là où tu deviens relevant, que tu deviens une personne à impact dans l'organisation. Et c'est très, très important à garder en tête. Surtout quand il s'agit d'alliés. Et là, je reviens vers le travail dont on a parlé tout à l'heure, d'essayer de se rapprocher de ces personnes, de comprendre leurs besoins, d'essayer de leur être utile d'une manière ou d'une autre. Comme ça, le jour venu, eux pourront dire, lui, je lui fais confiance. Lui, je pense qu'il a de bonnes choses de réaliser, on va dire, ce qu'on veut qu'il réalise. Donc, lui, je pense qu'il a de bonnes choses de réussir en tant que boss ou en tant que new leader. Les freins psychologiques. La peur d'être jugé. Ça rejoint la question tout à l'heure de Nadia qui a parlé de la peur, le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, c'est trois grandes choses, mais je ne vais pas rentrer dans le détail des choses. Laissons les choses simples. C'est cette peur qu'on a de ne pas être accepté comme on est par le monde. Pour vraiment faire ça de manière simpliste. Si on a peur d'être jugé en étant qui nous sommes, c'est très, très dur pour nous de pouvoir montrer tout notre potentiel. Parce qu'on voudra toujours ressembler à une image qu'on croit être une image idéale de qui nous devrions être. Alors que si on se respecte, si on s'aime, si on s'accepte, on trouvera beaucoup de beauté dans qui nous sommes. Donc, pour répondre un peu à ta question de tout à l'heure, Nadia, le secret, c'est de s'assumer comme on est. Maintenant, ce n'est pas une session de coaching pour que je puisse vraiment entrer dans les détails et puis poser les questions que je veux pour pouvoir creuser et comprendre ce que veut dire manque de confiance pour toi, parce que ça peut vouloir dire énormément de choses. Mais ça, on va dire, c'est l'idée générale. Deuxièmement, tu as le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Qui ici en souffre? Si oui, écrivez-le en commentaire, s'il vous plaît. Très rapidement, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on sent que on n'est pas à sa place, qu'on n'a pas assez de compétences ou qu'on n'a pas assez que nous ne sommes pas assez attractifs en tant qu'humain, en tant que personne, pour pouvoir faire le job. Sachant que, au fond de nous, nous le sommes. Ce syndrome de l'imposteur, il est très, très présent surtout chez les femmes. C'est les études qui le montrent. Et je vous dis ça pour vraiment que vous fassiez très attention à ça. Une étude de LinkedIn a montré que pour qu'un homme postule pour une offre d'emploi, il regarde les skills, les compétences qui sont demandées. S'il est à 4 ou 5 des compétences sur 10, il y va. Il postule, content. Une femme ne va pas postuler, généralement, avec 7, 6 compétences, elle ne va pas postuler. Elle va attendre d'avoir 8 sur 10 pour postuler. C'est vraiment dommage. 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 Et je vous le dis parce que, en fin de compte, l'imposteur, c'est ce qui nous pousse aussi à nous améliorer en continu. C'est pas que mauvais.
Donc, ça nous aide, nous amène à continuer. Mais si ça nous empêche de prendre des risques, de prendre des initiatives pour faire en sorte d'évoluer et de montrer notre valeur, ben ça devient un frein à notre carrière. Et là, je reviens vers une discussion que j'avais eue avec une coachée. Et ça, c'est une situation qui arrive beaucoup. Je l'avais dit, en fait, elle était venue en riant pour me dire, c'est exactement ce que tu as dit, c'est exactement comment moi j'ai vécu cette situation. Elle était restée dans sa boîte, elle n'a pas voulu demander de promotion parce que pour elle, elle devait être un 10 sur 10 pour pouvoir demander cette promotion. Donc, elle a attendu, jusqu'au moment où elle s'est sentie suffisamment prête pour demander la promotion. Et le moment où elle l'a demandé, on lui a dit, oh non, tu es surqualifié, overqualified. Ça veut dire que non seulement elle est qualifiée, mais elle est surqualifiée pour la position pour laquelle elle avait trop peur à cause du syndrome de l'imposteur. Donc, surtout, s'il vous plaît, mesdames, faites très, très attention à ça, s'il vous plaît. Lancez-vous un peu, prenez un peu de risques. Vous n'avez pas besoin de postuler dès le début, mais au moins ayez une discussion pour un peu, on va dire, comprendre le pouls et avoir une idée sur le pouls et comprendre de quoi les choses sont faites et comprendre comment est-ce que les gens nous perçoivent. Parce qu'en fin de compte, c'est à propos de ça, c'est à propos de la perception des gens. J'espère que ça vous servira vraiment de wake-up call, d'alarme, s'il vous plaît, ressaisissez-vous et prenez des risques. Troisièmement, un besoin excessif de validation. Ça se passe beaucoup quand soit quelqu'un est promu ou soit quelqu'un veut prendre une position dans laquelle on n'est pas nécessairement à l'aise encore. C'est en dehors de notre zone de confort. Donc, on prend la position, on essaie de prendre un peu plus d'espace dans l'organisation, mais en fin de compte, on ne se sent pas encore légitime. Et vu qu'on ne se sent pas légitime, on a peur de nous montrer vraiment qui nous sommes. Et avant même de prendre une décision, on cherche la validation directe ou indirecte. Ça veut dire qu'on a peur de proposer des idées, même si on sait que c'est la bonne chose. Et on a peur de parler en réunion pour dire « je pense qu'on devrait faire ça ». Et là, on reste silencieux jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le dise et on lui dit « oh, excellent ». Et là, tu dis « non, mais je l'avais depuis le début ». C'est ça la peur. Peur de ne pas être validé. Nadia, est-ce que tu voulais parler, Nadia Haddouche, ou est-ce que tu es juste unmute? Oui. Parce que tu es unmute. Donc, est-ce que tu voulais poser une question ou c'est juste une erreur? OK. Confondre humilité et effacement. On parlait de ça tout à l'heure avec Sana, qui nous disait que moi, je ne veux pas vendre toutes les petites... Vous êtes mieux. Oui, merci. Je ne veux pas me vendre, donc je suis humble. Et l'humilité, c'est une valeur qui est profonde chez moi. Donc, je ne vais pas nécessairement commencer à me vendre parce que ça, c'est pas bon, c'est mauvais. Moi, mon travail va parler de moi. Il faut travailler pour parler de ce qu'on dit. Il n'y a pas de secret. Travailler, parler de ce que vous faites. Travailler, parler de ce que vous faites. Et ça va partir. Ça va partir, Inch'Allah. Et il faut juste le faire suffisamment longtemps. Si tu ne pars pas, si ça ne décolle pas dans ton entreprise, ça va décoller quelque part d'autre. Parce que tu travailles sur toi, tu grandis et tu construis en même temps ton personal branding and professional branding. OK? Next. Les freins organisationnels, et ça, c'est pas très courant, mais bon. Avant de trop se projeter dans une organisation, il faut déjà s'assurer que il y a un poste dans lequel on peut évoluer. Surtout dans les petites et moyennes entreprises, parfois c'est bloqué. Il n'y a pas où aller. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas travailler dur? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas se développer? Non, travaille dur, développe-toi, parce que dans le processus, tu deviendras un professionnel plus accompli. Et en devenant un professionnel plus accompli, tu auras appris à développer tes compétences techniques, tes compétences en leadership, et tu auras appris à te positionner. Donc ça va être super utile là où tu vas. Surtout si tu le fais aussi sur LinkedIn, et là, ça t'ouvre encore plus d'opportunités. Donc faites-le même si vous êtes capé, vous êtes bloqué. Les freins organisationnels sont aussi parfois un manager qui est non aligné ou non influent.
Ça veut dire que lui ne réalise pas ta valeur. Et c'est ton travail. Regarde, tu peux toujours te plaindre que ton manager ne réalise pas ta valeur. C'est pas ta faute que lui ne réalise pas ta valeur. Mais c'est toujours ton problème. Parce que c'est à toi de gérer ça. Parce que c'est sur toi que tombent les répercussions. L'impact, il est sur toi. Donc, si tu veux reprendre les choses en main, et ça, c'est un message qui est fondamental dans tout ce que je fais, si tu veux être le premier maître et le premier responsable de ta carrière et de ta vie, ben c'est à toi de le prendre par la tête et lui dire, regarde ce que je fais. Et s'il ne réalise pas ça, c'est pas grave. Au moins, tu auras développé tes compétences. Et ça, ce sont des compétences que tu pourras utiliser même autre part par la suite. Ou peut-être que d'autres personnes le verront et que tu finiras par faire une évolution en diagonale ou horizontale. You never know. Donc, juste fais le travail parce que ça fera de toi quelqu'un de meilleur en fin de compte. Et puis, le dernier élément, pardon, c'est le manque de sponsoring interne. Le sponsoring interne, c'est quand tu te noues d'alliés influents. Exemple, c'est surtout les multinationales ou les grosses boîtes. Tu travailles en multinationale, tu te loues d'amitié ou d'affection avec quelqu'un qui est un N+2, qui est un vice president, un VP, qui est un directeur qui est supérieur à toi. Ces personnes-là, généralement, sont présentes lors des évaluations annuelles, dépendamment de la structure, encore une fois. Mais il y a des chances qu'elles soient présentes. On appelle ça les sessions de calibration. Ça veut dire les sessions où les managers se retrouvent pour dire, OK, donc lui, je lui ai donné une note de 4 sur 5. Lui, je lui ai donné un 2 sur 3. Lui, je lui ai donné, est-ce qu'il y a des challenges? Et là, si tu arrives à impacter ces personnes-là, ben, tu es sûr que tu es en train de te construire des alliés dans la durée. S'il vous plaît, faites-le. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas vous qui cherchez à séduire des gens de manière qui n'est pas éthique. Non. C'est juste vous qui travaillez sur votre personal branding. OK. Et puis le dernier, ce sont les freins de la posture. Et là, je peux vous en citer des milliers. Mais en gros, c'est ne pas avoir de ownership, ne pas avoir suffisamment de leadership pour prendre des actions vous-même et vous développer. Et on attend les instructions et on attend qu'on nous dise quoi faire. Ça montre qu'on n'a pas de ownership, ça montre qu'on n'a pas de vision stratégique, ça montre qu'on n'a pas assez de confiance en nous pour prendre des décisions. Donc, comment est-ce que tu peux promouvoir quelqu'un comme ça? Tu ne peux pas. La personne n'a pas encore développé les compétences qu'il faut. Dire oui à tout, ça veut dire ne pas savoir limiter son périmètre. Ça, c'est classique pour les débutants, parfaitement normal. Et c'est un apprentissage pour apprendre ses limites. Tu ne peux pas dire non à tout, tu ne peux pas dire oui à tout. C'est une balance qu'on apprend avec le temps. Et qu'on apprend aussi en regardant ce que les autres font et les résultats que ça donne pour eux. Éviter les sujets inconfortables. I'm so big on this. C'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Les discussions inconfortables, elles le sont parce que nous ne sommes pas habitués à avoir ces discussions ou parce qu'elles nous donnent des sentiments qui sont inconfortables. Et quand on les évite, ce qu'on fait, c'est qu'on repousse la souffrance dans la durée. Et de manière générale, le plus on repousse la souffrance dans la durée, le plus la souffrance grandit. Donc, si on réfléchit ne serait-ce qu'un peu, on va se rendre compte que même si la plupart de ces discussions sont inconfortables, mais c'est une compétence que je dois développer. Parce que le plus tu montes en hiérarchie, le plus de discussions inconfortables tu auras. Tu ne peux pas t'enfuir de ça. Même si tu cours jusqu'à la fin des temps, ben, ça va te suivre. Et c'est une compétence primordiale à développer, que ce soit pour des discussions avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses cousins, collègues. C'est une compétence utile dans la vie, s'il vous plaît. Même si c'est inconfortable, ayez le courage d'y aller. Trouvez le courage en vous-même d'aller dans ces conversations-là. Et puis, dernier élément, c'est voilà, ne pas définir les limites et les faire respecter, que ce soit en termes de priorité, que ce soit en termes de ce que vous n'aimez ou vous n'aimez pas, et ainsi de suite. OK, donc je pense qu'on est bien avec cette partie-là. Avant de passer au diagnostic guidé, est-ce que j'ai des challenges, j'ai des questions, vous êtes d'accord, pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit, quelque chose que vous avez appris que vous pensez être important ou des questions que vous avez? Je vous écoute. Oui, peut-être moi, mais plus une observation.
Oui. Je sais pas si ça va faire sens, mais je pense que ces freins, en fait, pour beaucoup, se révèlent en fonction de certaines organisations. C'est-à-dire que dans certains cas, je pensais par exemple à la question de la visibilité, être visible auprès de, par exemple, des bonnes personnes. On peut être visible auprès, on peut avoir une stratégie effectivement bien pensée en se disant, bon voilà, j'identifie les acteurs clés en fait au sein de mon organisation, ceux qui vont pouvoir m'ouvrir des portes, ceux qui vont me communiquer des informations qui vont être stratégiques dans mon positionnement, etc. Mais en même temps, en fonction de l'organisation dans laquelle je suis, ça peut être plus ou moins perçu, bien perçu. Certaines organisations, par exemple, c'est plutôt le cas ce que j'ai pu observer en tout cas ici au Canada, c'est des petites organisations qui n'aiment pas forcément la compétence. C'est-à-dire que oui, très bien, il faut être compétent, mais compétent sans l'être forcément trop, parce que sinon après c'est plus un désavantage qu'autre chose. Donc, je pense qu'il y a aussi ce paramètre-là, en fait, que dans certains cas, finalement, même en ayant la bonne posture, une bonne stratégie, en fait, ça ne va pas coller parce que c'est pas, il y a une culture organisationnelle, en fait, qui fait que ça ne marche pas, en fait. Très bien. Alors, ma première question est, est-ce que toi, c'est un environnement qui t'intéresse? C'est un environnement dans lequel tu souhaites continuer de travailler, sachant que tu sais que la compétence n'y est pas nécessairement, qu'elle n'est pas valorisée. Ça veut dire pour moi au moins deux choses. C'est que, un, tu ne seras pas valorisé à ta juste valeur. Trois choses, pas deux choses. Un, tu ne seras pas validé à ta juste valeur. Deuxièmement, même si on suppose que tu es validé valorisé à ta juste valeur et que tu évolues, ben, tu vas te retrouver avec une équipe qui n'est pas performante parce que on ne recrute pas basé sur la performance. On veut un peu de performance, mais faut pas trop se casser la tête avec le travail, on veut l'équilibre. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et tu vas souffrir si tu te retrouves avec une équipe comme ça. Et troisièmement, c'est, is it what you want? Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, c'est certain que c'est pas ce que je veux, mais après, bon, c'est le pragmatisme. Malheureusement, dans un marché contraint, on prend ce qu'on a et puis on avance avec. Et c'est sûr que moi, en ce moment, c'est ce type de questionnement que j'ai, où oui, en fait, c'est difficile en fait de se projeter parce que en fait, ce qui est censé marcher en fait en termes de positionnement ne marche pas. Mais dans ces cas-là, que faire en fait? Parfait. Il y a deux choses que j'aime beaucoup. J'aime l'énergie que tu dégages et ce que tu vas apporter. Et je pense, vu le langage que tu utilises, je reconnais le langage corporate. Donc, j'imagine que tu es venu de multinationales. Et quand tu viens de multinationales ici, ben, le premier conseil qu'on te donne, c'est tune it down. Calme-toi un peu parce que ici au Canada, c'est pas réellement comme chez nous où on travaille. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est, regarde, tu n'es pas dans une situation où tu aimes nécessairement l'environnement, où l'environnement t'ouvre des opportunités. Alors, ce travail, tu n'es pas obligé que de le faire que en interne. Tu peux le faire en externe. Comme ça, tu travailles ton branding à l'externe et tu te fais repérer le jour où tu as une opportunité ou le jour où on se dit, oh, c'est un profil intéressant, j'aimerais bien contacter cette personne parce qu'on a une ouverture. Qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, tu penses à des réseaux professionnels, ce type de choses? S'il y a tu travailles dans quoi? Dans les énergies renouvelables, OK, transition énergétique, très bien. C'est quoi ton rôle, ton job? project manager. Très bien. Donc, si tu es PM, euh, regarde, PM, déjà, tu es très versatile, tu peux jumper entre pas mal de choses. Et dans les énergies renouvelables, il y a beaucoup de meetups, il y a beaucoup de congrès qui se font. Donc, même présentiellement, tu as peut-être des choses à faire, dépendamment si ton entreprise, elle, culturellement, participe ou pas à des meetups, et ainsi de suite. Mais bon, si tu peux trouver un moyen de toi te libérer et y aller, ça serait magnifique. En plus de ça,
tu peux utiliser l'excitation qu'il y a autour des énergies renouvelables pour communiquer ton succès aussi à toi, qui va dans le même sens des priorités mondiales dans les énergies renouvelables, par exemple. Mhm. Mhm. Ça fait Ouais, du ouais, non, sens? mais c'est effectivement quelque chose en fait qu'il faudrait que je pousse davantage. Mais ouais, non, mais je vois bien en fait que je dirais les opportunités en fait sont plus à l'extérieur. Mais du coup, en fait, ça nécessite malgré tout, parce que bon, encore une fois, marché restreint, donc beaucoup sont obligés en fait d'occuper des postes pour lesquels en fait ils n'ont pas forcément d'affinité particulière, mais bon, pour lesquels malgré tout, voilà, ça offre une certaine stabilité. Et mais quel conseil en fait tu donnerais pour faire en sorte que ça reste, que le poste reste une opportunité de développement. C'est-à-dire que, Claire. ouais, je te laisse répondre parce que c'est pas clair tout à fait dans ma tête. Moi, moi, je vois beaucoup de clarté dans ce que tu dis. Et j'aime beaucoup ton intelligence situationnelle. Tu arrives à voir l'organisation dans laquelle tu es, tu arrives à voir ta situation. Tu ne veux pas te burn out à faire du travail de fou alors que tu seras en fin de compte pas récompensé. Et encore pire, tu seras dénigré à cause de ça. Pénalisé. Ouais. Yeah. Donc, je comprends parfaitement. Euh, alors, première chose, c'est, vu que tu travailles dans un environnement similaire, comme l'a dit Sano tout à l'heure, ben, tu peux très très bien gérer ton effort. L'effort, ton input dans le travail, tu peux le gérer. Et quand je dis gérer l'input, ça veut dire que tu arrives quand même à sortir quelques heures de la journée où tu peux faire autre chose. Parce que tu n'es pas nécessairement à fond dans le travail, parce que toute la structure n'est pas nécessairement à fond. Donc, ces heures-là, c'est une énorme opportunité pour que tu puisses les investir dans ton développement personnel / professionnel. En tant que project manager, ben, tu as quand même une capacité d'ascension qui est intéressante et tu peux, on va dire, de manière générale, voilà, c'est assez straightforward pour vous, les project managers. Donc, si tu arrives à mieux gérer ton effort, ton input dans l'organisation, à toujours meeter tes targets. Je ne te dis absolument pas de ne pas meeter tes targets. Non, fais le travail qu'il faut, les objectifs, il faut les atteindre. Point. Maintenant, vu que la culture n'est pas, on va dire, très workaholic, ben, si tu peux te permettre de garder quelques heures de ta journée, faire en sorte de te développer, je pense que ça serait un excellent investissement dans ton futur. Et ça va leur servir aussi parce que tu deviendras de plus en plus productif avec de moins en moins de ressources. Mais en même temps, regarde, euh, là, je suis en train de répondre sur le show. Ce n'est pas une séance de coaching, donc j'aurais vraiment aimé creuser beaucoup de choses dans ce que tu as dit, mais là, je ne suis pas dans le right setup. Non, mais c'était très éclairant, donc merci. Parfait, avec plaisir. Il y a Sana qui voulait dire quelque chose et je prendrai ta question en dernier, Sana. Ouais, c'était pas une question, mais ça sera peut-être, comme disait Sabrine, en fait, c'est la culture d'entreprise parfois voilà, qui impose un petit peu le comportement ou la décision qu'on va prendre. Euh, Parlons peut-être de mon expérience précédente, c'est que là, mon recrutement était à la base pour rafraîchir ou pour mettre à jour en fait la direction des ressources humaines et avoir une nouvelle structure ou perspective des RH. Mais justement, les personnes qui sont recrutées avant moi avaient une autre perception traditionnelle, on va dire, des choses. Et puis, mon arrivée, ça sera un risque pour eux. Et du coup, malgré en fait les efforts que j'ai faits et tout, donc c'était un obstacle pour ma promotion en quelque sorte. Mais après un certain temps, malgré que, disons, les dirigeants ils sont d'accord pour me promouvoir, mais il y avait ce frein-là des personnes qui sont directement reliées à ma position. Disons, le supérieur hiérarchique avait une perception traditionnelle par rapport à la direction qui avait plutôt une autre perception. Donc, il y avait ce va-et-vient entre les deux perceptions qui empêchait en quelque sorte avoir un accord pacifique pour la promotion. Yeah.
Du coup, quand j'ai découvert en fait que ça va pas changer, ça va encore prendre du temps, mais là, moi, j'ai des objectifs aussi stratégiques pour moi pour évoluer, pour développer, me développer personnellement. J'ai pris la décision de quitter et de reprendre le relais pour un autre environnement peut-être prospère pour moi. Et d'ailleurs, donc, je suis en pleine transformation, mais je veux dire que maintenant, après avoir quitté, je reçois pas mal d'appels. Voilà, on a perdu ta compétence. Il y avait beaucoup de changements qu'on a aperçus, mais là, maintenant, tout est revenu à l'arrière. Donc, j'étais frustrée, mais je suis aussi contente que j'ai laissé de l'impact qui est visible jusque-là. Donc, je pense que parfois, on doit changer d'environnement pour voir notre juste valeur et ne pas, en fait, se focaliser juste sur l'environnement là où on est si on n'arrive pas à avoir justement la récompense de nos efforts. Magnifique. Tu sais, c'est une situation très similaire à celle de Sabrine, dans le sens où ton niveau d'énergie n'est pas un fit pour l'organisation dans laquelle tu es. Maintenant, est-ce que tu as pensé à devenir consultante avec eux? Pas t'engager en tant que salarié, mais venir apporter ta value sans trop pusher, parce que là, tu seras quand même détaché, et là, tu pourras doucement impacter et te faire de l'argent et faire en sorte que tout le monde est gagnant. Ça sera un jour un objectif, oui. Là, je te parle de là. Vu quand on voit ces emails pour dire, ben, tu peux très bien dire, ben, je ne suis pas disposé à revenir en tant que salarié, mais si if you miss my skills, si ça vous manque, ben, je peux très bien revenir, on va dire, un jour semaine ou Ouais, c'est un secteur particulier où les OK. choses ne vont pas de la même façon Pour BNL, ouais. Un secteur d'activité publique, donc ça sera un pas. public, oh, ouais, 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 je c'est comprends. autre chose. Ouais, 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 ouais. Là, ça, ouais. Ouais. OK, je comprends. Mais j'aime bien ta lecture de la situation et tu as bien fait de le faire. Le fait de se rendre compte que c'est pas parce qu'on travaille dur et qu'on veut se brander que tout va fonctionner pour nous et que tout. Non. Cette situational awareness, cette possibilité, cette capacité à se rendre compte, de comprendre la situation, elle est critique et vous avez toutes les deux fait preuve de ça. Et c'est ce qui vous évite beaucoup de frustration par la suite et de vous diriger stratégiquement vers les bonnes décisions. Ça ne veut pas dire que ça va apporter des fruits qu'on veut là maintenant, mais au moins, ben, on suit un chemin qui nous convient. On n'est pas juste là en train de subir notre environnement. Donc bravo à toutes les deux. Merci. OK, next. Autodiagnostic guidé. Alors, je veux là vous donner quelques minutes. Si vous avez, s'il vous plaît, si vous avez des stylos et des papiers, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de faire un petit exercice. OK? Alors, l'exercice, il est le suivant. Où est-ce que tu es bloqué dans ta carrière? Vous vous rappelez, au début, je vous ai posé la question, je vous ai dit, je vais présenter les différents blocages traditionnels euh, que on va dire que les professionnels rencontrent. Et je voudrais que vous sélectionniez celui qui vous semble le plus adapté à votre situation. Alors là, je vous pose la question. Deuxième question, c'est quel est le résultat que tu souhaiterais avoir d'ici 6 mois? J'ai mis 6 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 ans, dépendamment de ton horizon. Mais 6 mois, je pense que c'est pas trop loin, pas trop près non plus. Et dernièrement, oups, dernièrement, que peux-tu faire pour commencer à dépasser ton blocage dès aujourd'hui? Alors, je vous laisse, je vais rester un peu en mode silence pendant 1 à 2 minutes, de manière à vous laisser le temps d'écrire. Si vous souhaitez, si vous sentez l'envie, écrivez-le en chat. Je serais curieux de savoir ce que vous mettez. Et puis, si je peux avoir un input, c'est l'occasion.
Si c'est bon, s'il vous plaît, faites-moi un signe, un emoji, un truc. Parfait. Alors, on a Sana qui nous dit, ben, le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui lui bloque, c'est ce qui la bloque. C'est cette question qu'elle se pose pour se dire, est-ce que je suis prête pour l'étape qui suit? Est-ce que je suis capable de faire? Ça, c'est un sujet de coaching, c'est pas juste pour aujourd'hui. Résultat, en 6 mois, réussir à intégrer le marché du travail québécois. Très bien. Alors, très rapidement, juste pour faire un tout petit commentaire. Le syndrome d'imposteur, ce n'est pas mauvais en soi. C'est un signal qui te dit que tu sors de ta zone de confort. Donc, en fin de compte, c'est à la limite positif. C'est très, très intéressant à garder en tête parce que même si c'est un sentiment qui n'est pas agréable, mais en fin de compte, l'outcome, il est peut-être positif par rapport à ça. Maintenant, comment est-ce que tu sauras si tu es prête ou pas? Tu ne sauras jamais si tu n'essaies pas. Et il n'y aura jamais un moment où tu seras prête. Être prêt, c'est chercher l'excellence absolue, c'est chercher la perfection, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qui ne sera jamais le cas. Donc, à un certain moment, il faudra se lancer, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à la recherche, aux statistiques LinkedIn. Donc, il faudra se lancer à un certain moment. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire, Sana. Et puis, pour Sarah Bouchdak, elle nous dit, préoccupée par le changement engendré par les responsabilités qui sera engendré par la promotion. Ouais, c'est très très bien de se rendre compte du prix à payer. Si tu restes là où tu es, il y a un prix à payer. Si tu évolues, il y a un prix à payer. Si tu restes, il y a des bénéfices. Si tu évolues, il y a des bénéfices. L'idée, c'est que tu dresses un tableau. Ça c'est un exercice que je t'aurais proposé si on était en coaching. Tu dessines un tableau avec 2 grandes colonnes. Je vais te le dessiner très rapidement ici, je te le montre. Alors, très rapidement. Petite erreur ici, excusez-moi. Go, no go. Ça veut dire je prends la décision d'évoluer ou je prends la décision de rester là où je suis. Si je n'évolue pas, il y a du positif, il y a du négatif. Il me faut comprendre ça. Si j'évolue, il y a du positif, il y a du négatif. Il me faut définir ça. Donc, si tu viens et que tu te lances et que tu dresses ce tableau, tu deviens aware, tu es au courant des risques que tu cours, des bénéfices que tu auras peut-être en évoluant, et puis des risques que tu cours en restant et des bénéfices que tu as en restant. Quand on veut sortir de sa zone de confort, généralement, on ne voit que le négatif ou le risque de ce qui se présente devant nous, mais on oublie un peu de voir le positif. Donc, avec ce tableau, tu pourras prendre une décision basée sur la raison, pas sur l'émotion. J'espère que ça t'aide, Sarah. OK. Donc, j'aimerais aussi, Sarah, que tu fasses l'exercice de dire ce que tu vas commencer à faire pour dépasser ce blocage-là. Alors, le temps, il faut le gérer, donc je vais avancer. Alors, je comptais initialement vous séparer en petits groupes, mais je ne pense pas qu'on a le temps et je pense qu'on a suffisamment discuté des situations pour
pour cette fois, voilà, pour le moment. Euh, Très bien, donc c'est pas la peine de faire ça pour l'instant. Passer à l'action. Maintenant, on va parler de passage à l'action et comment faire en sorte d'utiliser les différents outils du coaching et puis les différents concepts du coaching pour maximiser vos chances de passer à l'action et de réussir dans le passage à l'action. Et là, je reviens vers la question de Samy encore une fois. Quelles sont les chances, les compétences pour réussir dans le leadership en tant que compétences, macro-compétences? Et puis, quelles sont les 3 caractéristiques des gens qui réussissent tout dans la vie? Et c'est très intéressant parce que la première, c'est qu'ils sentent qu'ils méritent mieux que ce qu'ils ont. Ils sentent que s'ils vont chercher plus que ce qu'ils ont, ils vont réussir. Et ils ont cette énergie-là de fournir des efforts pour partir chercher mieux. Ça, c'est la première chose. Et ça vient avec un syndrome de l'imposteur, qui est le deuxième point, qui est qu'on ne sera jamais parfait, qu'on sera toujours en dehors de la zone de confort, et que ça fera qu'on se sentira jamais home, qu'on se sentira jamais à l'aise d'être quelque part. Non, on restera toujours dans ces situations où c'est pas trop, on hésite un peu, et il faut savoir vivre avec ça. Il faut apprendre à vivre avec ça. Là, je parle à Sana, je parle à Sarah, je parle à Sabrine, je parle à tous qui nous écoutent et qui sont dans la même situation. Jamais tu n'atteindras dans ta vie une situation où tu pourras prendre des décisions qui sont que positives. Donc, il te faudra toujours dealer avec ce sentiment que non, il y a un risque. Non, il y a quelque chose qui pourrait partir dans le mauvais sens. Donc, très important de garder en tête que c'est comme ça. C'est la vie. Et troisièmement, c'est la capacité à gérer leur impulsion. Ça veut dire que la capacité à Pardon, coach prioriser le Ayoub. long terme. Oui, ça va? Excusez-moi, juste rapidement. Ce que vous avez dit me parle énormément dans le sens où, à chaque fois qu'on veut prendre une décision, que ce soit sur le côté professionnel ou personnel, on a toujours dit que la question de et si je fais ça, est-ce que c'est une bonne idée? Et si ça tourne mal? Et si je sors par exemple, de mon poste actuel, est-ce que c'est une bonne chose ou bien j'aurais dû juste rester dans le poste actuel où je performe bien, où j'ai fait mes preuves, où je me sens à l'aise et je peux me dire et dire de manière très fière que oui, je fais bien mon travail et je mérite d'être là. Parce que parmi les peurs que j'ai de passer au poste supérieur, c'est de me dire, est-ce que c'est réellement ce que je veux? Est-ce que c'est quelque chose qui va, excusez le background, il y a des enfants, est-ce que c'est quelque chose qui va me convenir sur le côté personnel et professionnel? Donc, c'est la question de si est-ce que c'est réellement ce que je veux, est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que le risque en vaut la peine? Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Merci beaucoup de l'avoir mentionné. Avec plaisir. Et si je peux apporter un commentaire supplémentaire par rapport à ça, et je passe directement, c'est que j'ai entendu les enfants, comme tu as dit, tu as parlé des enfants en background. Donc, j'imagine que tu es dans une phase de ta vie où l'équilibre professionnel-vie, il est important. Euh, et là, je défends toujours cette idée de maintenir l'équilibre dans tout ce qu'on fait. L'équilibre, ça veut dire qu'on vit notre vie en gardant en tête que le travail, c'est une partie de qui nous sommes, c'est l'identité professionnelle. L'identité personnelle, notre identité de mère, de père de famille, de mère de famille, de whatever, c'est une partie de qui nous sommes. Il faut se lancer dans des contrats, dans des projets qui ne perturbent pas trop notre équilibre. Parce que le moment où tu le fais, tu commences à détester la vie. Ça devient trop compliqué, ça devient trop pour toi. Et donc, dans ce cas-là, comme j'ai dit tout à l'heure, cet exercice, il est extrêmement euh, pertinent parce que tout simplement, ça te permet de voir les choses beaucoup plus clairement. Surtout si tu arrives à faire ça avec quelqu'un qui a fait le même passage ou avec un coach ou avec quelqu'un qui aura un peu plus de recul, qui t'aidera à sortir de ta petite personne pour voir les choses en plus grand. Donc, ça, c'est un exercice qui est bon. Et en plus de ça, j'avais développé un modèle de la roue de la vie euh, qui fait que tu regardes les différents composants de ta vie, différents, on appelle ça les domaines de la vie, les différents domaines de la vie, et tu te dis, OK,
Dans ma vie personnelle, je suis à ça. Dans ma relation avec mes amis, je suis à ça. Dans ma relation avec mon travail, avec mes finances, avec mon sport, ma santé, et ainsi de suite, je suis 30% satisfait, je suis 80% satisfait, je suis. Et là, tu arrives à prendre des décisions en te basant sur ça, sur le temps disponible que tu as, sur les aspects de ta vie sur lesquels tu veux travailler dans le moment. Parce qu'en fin de compte, la vie, c'est des chapitres. Des chapitres où tu te concentres plus sur la famille, d'autres sur le travail, d'autres sur quelque chose d'autre. Voilà, je passe. Pour passer à l'action, ça répond un peu à la question de Samy de tout à l'heure. Pour moi, la compétence numéro un qu'il faut développer dans n'importe quoi dans la vie, c'est la conscience. La conscience, ça veut dire cette capacité à voir les choses en perspective, cette intelligence relationnelle, situationnelle, intelligence de soi, de nos émotions, l'intelligence émotionnelle et des émotions des autres, et ainsi de suite. Donc ça, c'est critique. Deuxièmement, c'est la résolution des problèmes. La résolution de problèmes, c'est parmi les compétences les mieux rémunérées sur le marché du travail. Et chacun de nous est la matrice. Ok, je pourrais partager avec plaisir. Chacun de nous est payé à hauteur des problèmes qu'il résout. Si tu résous le problème de la propreté des toilettes dans un immeuble, ben, tu seras payé à cette hauteur-là. Maintenant, si tu résous la durabilité de l'immeuble d'un point de vue énergétique et puis l'efficience énergétique de l'immeuble, ça, c'est d'autres types de problèmes qui nécessitent beaucoup plus de savoir, beaucoup plus d'implication et beaucoup plus de matière grise. Et la rareté des personnes qui peuvent résoudre ce problème, elle est de loin plus accrue que le premier problème. Ben là, tu es payé beaucoup plus. Donc, la résolution de problème, c'est vraiment... Et puis, dans une même organisation, tu as des gens qui résout des problèmes de différents niveaux de complexité. Et le plus il est complexe, le plus tu montes dans la hiérarchie et le mieux tu es payé. Donc, c'est pour ça que c'est là. Le leadership, c'est un mix de beaucoup de compétences. Ça commence par l'influence, la capacité à avoir une vision, avant même l'influence. La capacité à avoir une vision, à imaginer le futur. La capacité à y croire et à influencer les gens qui sont autour de toi. Après, tu as la capacité à faire en sorte de manager ces personnes, de les enthousiasmer, de les pousser à courir derrière cette vision. Et on peut aussi parler de la capacité à s'entourer de personnes intelligentes, de recruter. Donc, leadership, c'est vraiment tout un mix de différentes compétences. L'adaptabilité, flexibilité, l'air et net, et puis la gestion du temps et des priorités, qui est incroyablement importante pour avancer. La gestion du temps d'un DG, la gestion du temps d'un Elon Musk, la gestion du temps de quelqu'un qui travaille en tant que whatever dans une petite boîte, n'a rien à voir. Ce sont des compétences qui se développent, mais à l'extrême, et le mieux tu es capable de développer ça, le plus tu seras productif, effectif, et le mieux, et le plus tu pourras évoluer. Sans gestion du temps et des priorités, il est quasi impossible d'évoluer. Vraiment quasi. Et si tu évolues, tu souffriras. Parce que non seulement tu devras gérer ton temps et tes priorités, mais ceux de l'équipe en plus de ça. La première chose pour pouvoir vraiment passer à l'action, c'est de comprendre qui nous sommes. C'est de comprendre qui nous sommes à travers le temps qu'on s'accorde à soi-même pour s'asseoir avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre qui nous aide à comprendre qui nous sommes, que ce soit un mentor, un coach, whatever, des podcasts, whatever works for you. Tu as aussi des tests de personnalité comme le DISC, le MBTI. Il y a des versions gratuites qui existent et puis il y a des rapports qui ne sont pas chers pour avoir une extended version du rapport de ta personnalité. Très important pour commencer, parce que c'est à partir de ça que tu vas tout bâtir. Et puis tu définis qui tu veux être. Si je te dis définis un super-héros, définis quelqu'un, pas le super-héros, oublions ça. Définis qui est la personne que tu dois rendre fière. Ben pour moi, la réponse, c'est mon futur moi. C'est la personne que je veux rendre fière. Alors, c'est pour ça que quand je veux prendre une décision qui est importante, ben, je me pose la question, est-ce que Ayoub, dans 5 ans, dans 10 ans, serait fier de la décision que j'ai prise aujourd'hui? Est-ce que Ayoub, à 70 ans, serait fier de la décision que j'aurais prise aujourd'hui? Donc ça, je pense que ça te permet quand même de te mettre en perspective et de donner l'importance aux choses qui ont de l'importance. Pas de se laisser noyer par le bruit du quotidien. Troisièmement, c'est, en plus de définir qui tu veux être, ben, tu commences à travailler pour devenir cette personne. Tu te développes, tu te donnes du temps, professionnellement, personnellement. Tu planifies sur le moyen et long terme. Et tu y vas doucement. Si tu arrives à ajouter
un 30 minutes par semaine de développement personnel, ça aura un impact extraordinaire sur ton développement sur une année, let alone sur 10 ans. Alors, juste sur une année, ça va te donner un apport incroyable. Juste à 30 minutes par semaine. Juste faites ça. C'est pas beaucoup, c'est pas trop peu. Peut-être que ça évoluera avec le temps, mais c'est déjà un très très bon début. Next, c'est définir les compétences requises pour la réussite. Et en fin de compte, c'est ça le bonus. Je voulais initialement présenter juste ça, mais je me suis dit qu'il serait intéressant que je leur donne mon framework. Donc, je vais vous donner mon framework pour définir quelles sont les compétences cibles que tu peux targeter pour évoluer et comment tu peux faire pour y arriver. Et dernièrement, discuter avec ton N+1, parce que la discussion avec ton N+1, c'est une discussion c'est pas toutes les discussions, là je parle d'une discussion stratégique. Ça veut dire comment tu me vois, je veux évoluer, qu'est-ce que je dois faire pour évoluer, tu lis ta job description et tu lis la job description du poste pour lequel tu veux aller. Comme ça, tu comprends mieux les attentes, tu comprends mieux ce qui est demandé et tu peux réellement travailler pour te développer, pour pouvoir maximiser tes chances de réussite. Comme ça, dans les yeux du manager, dans sa perception à lui, ben, tu es déjà pas mal outillé pour réussir. Très important à garder en tête. Voilà. Et puis, met en place un système de suivi. Ça, c'est vraiment ce qui pourra garantir ta continuité. Parce que tu peux le faire faire tout ce que je te dis là pendant une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois. Mais s'il n'y a pas de continuité, malheureusement, ça ne va pas marcher. Si tu as la capacité à avoir un coach, un accompagnateur, un ami qui peut t'accompagner, un membre de la famille, quelqu'un d'externe, whatever. Si tu peux avoir quelqu'un à qui tu seras accountable, c'est extrême, ça a énormément de valeur pour ton développement personnel. Et ce qui bloque la plupart des gens dans leur évolution, c'est le fait qu'ils se sentent seuls, qu'ils manquent de structure, qu'ils manquent de feedback, que parfois on ne se sent pas réellement engagé parce qu'on est fatigué, parce qu'on est découragé, parce que. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir quelqu'un à côté de nous, que ce soit encore une fois quelqu'un professionnel ou quelqu'un juste qui partage un peu les mêmes valeurs que nous. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de développer un programme dans ce sens-là, pour rassembler les professionnels qui veulent évoluer, qui partagent plus ou moins les mêmes valeurs et qui partagent plus ou moins les mêmes sentiments, les mêmes aspirations, et de créer un groupe duquel je serai responsable d'animer, de provide guidance et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que j'ai créé initialement Provoque ta promotion. Et si aujourd'hui tu penses que toi, tu es dans ces situations-là où tu as la clarté de prendre le premier pas vers ta réussite et tu veux que ça continue dans le temps, ben, moi, je te propose de faire ça. Je te propose de créer un groupe pour te mettre avec des personnes qui partagent plus ou moins les mêmes valeurs que toi, les mêmes aspirations, et d'avancer ensemble. Donc, c'est un cadre clair pour avancer, c'est un plan précis pour avancer, c'est déjà préétabli, et puis ça te challenge quand toi tu te sabotes, quand toi tu n'as pas l'énergie pour avancer, quand toi tu n'as pas la motivation pour avancer. Parce que tu ne provoques pas une promotion en espérant que ça arrive un jour, mais non, tu la provoques en agissant. Tout ce que je viens de te dire là, ce sont des informations. Pour que ce soit valuable, il faut transférer ça en action. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à m'écrire. Nous sommes sûrement connectés sur LinkedIn ou par email. Tu as déjà mon email, donc tu peux m'écrire pour me dire je suis intéressé et on pourra s'asseoir pour en discuter plus en profondeur. Voilà. Et puis là, on arrive à la partie bonus. Alors, la partie bonus dont je vous ai parlé, c'est la matrice des compétences. Alors là, laissez-moi ouvrir un document qui est la matrice des compétences que moi j'utilise beaucoup pour mes coachings. Alors, très bien. Alors, c'est quoi la matrice des compétences? La matrice des compétences, c'est une matrice qui te permet de démystifier l'apprentissage et de le break down, de le réduire pour que ça devienne approchable. L'apprentissage de compétences. Par exemple,
prenons un exemple de je veux apprendre à la gestion des stocks et des opérations parce que c'est important pour mon job. À quel point est-ce que c'est important? Well, c'est un 10. Par exemple, ici, la connaissance des principes de planification, blablabla, ça c'est un 8 sur 10. Je n'ai pas besoin d'être parfait partout, mais c'est un 8, c'est suffisant. L'entreposage, un 8. Et puis la logistique internationale et la douane et tout ça, c'est pas super important pour moi, donc ça, c'est un 6. Donc, je passe de tu dois améliorer ta gestion des opérations d'approvisionnement, blablabla, ou ta gestion logistique à non, je dois améliorer mon sourcing, je dois améliorer ma connaissance, je dois améliorer ma gestion des stocks et puis je dois améliorer ma maîtrise de la gestion du transport international. Même chose pour, par exemple, le leadership. On a posé la question tout à l'heure de leadership. Tu passes de je dois améliorer mon leadership. Comment tu vas améliorer ton leadership? C'est trop vaste. Et you break it down. Et tu te dis, je vais améliorer ma communication, je vais améliorer mon écoute, je vais améliorer ma vision stratégique, je vais améliorer 1, 2, 3, 4. Et tu notes toutes ces compétences-là, ici. Et une fois que tu les notes ici, ben, tu passes de la macro-compétence aux micro-compétences, ça veut dire les micro-compétences qui font la grande compétence. Tu définis le niveau requis pour bien faire ton travail, tu définis le niveau dans lequel tu y es déjà. Donc, par exemple, ici, on va dire que je suis un 9. Ici, on va dire que je suis un 7, je suis un 3, et puis là, je suis un 8. Vu que là, I exceed the level of expectation, je suis plus compétent que ce qui est demandé, ben, je ne fais rien, je ne vais pas apprendre quelque chose de nouveau. Maintenant, ici, 9 sur 10, ça va, ce n'est pas une très grande priorité d'apprentissage parce que je suis pas mal proche. Ici, non plus. Mais là, j'ai un gros gap. J'ai un 3 sur 8. Là, je dois concentrer mes efforts ici. Donc, qu'est-ce qui me manque pour atteindre le niveau prochain? J'ai mis quelques notes ici pour faciliter la compréhension du tableau. Et là, je vais mettre, par exemple, suivre un cours sur les, je sais pas, Incoterms, par exemple. Par exemple. Incoterms, c'est anyways. Et puis, pardon. Alors ça, c'est l'action précise à prendre. Donc ça va ici. Ici, c'est, par exemple, développer connaissance suivre un cours en Incoterms, par exemple. Ça peut être aussi me rapprocher d'un collègue qui, lui, gère ça en quotidien, m'intégrer dans un projet dont le focus est sur ça, whatever. Donc, en gros, si tu te dis que qu'est-ce que je peux faire pour évoluer, et puis là, tu prends les différentes actions, tu mets, si tu veux, des deadlines, tu mets des KPIs de suivi, tu mets ce que tu veux. Et ça, c'est un document dynamique que tu peux utiliser dans le temps. C'est pas juste un assessment d'une minute. Non. Tu l'utilises, après 6 mois, tu l'utilises encore, et tu vois ce sur quoi tu dois travailler. Dans 6 mois, peut-être que tu passes ici à un 6. Donc très bien, ce n'est plus en priorité. Là, je regarde par exemple la maîtrise du BI. Avec plaisir, Sabrine. Merci beaucoup pour ton feedback. Vous voyez, donc là, peut-être je vais me concentrer sur ça, peut-être là, je vais me concentrer sur autre chose. Voilà, leadership et management. Donc, je vais me concentrer peut-être sur ça pour passer au niveau supérieur. Voilà. I'm done. J'ai fini ma présentation. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à la matrice des compétences ou par rapport à quelque chose qu'on a vu et que vous n'avez pas encore peut-être à 100% compris? Si vous n'avez pas de questions, parfait. Donc, du coup, si vous n'avez pas de questions, il est déjà 11 heures. Donc, je vous avais promis 2 heures. On a dépassé un tout petit peu. Donc, je vous dis un grand merci. Si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à m'écrire. Et puis, voilà. Belle journée. Bon week-end à vous. Merci pour votre temps. Très bonne Voilà. journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci pour votre attention. Bye.